Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, 7ème saison depuis la création de l'émission et 7ème bilan avec comme toujours les tops, les flops, les transferts, les dossiers chauds, le tout avec Gila, Nico et Tom. Salut à vous. Bonjour. Salut. Alors à Casa Milan nous sommes attachés aux traditions et chaque année cette émission s'ouvre avec l'allocution de Gila qui fait fi du respect des temps de parole, mais comme c'est le modem ça passe. Alors Gila, c'est parti pour ton bilan de cette saison 2015-2016. Comme on ne déroge pas donc aux traditions, mon bilan de fin de saison est donc qui ouvre cette émission. Alors le bilan de cette saison, tout d'abord sur le plan statistique, le Milan a terminé donc 7ème avec 57 points, donc pour 15 victoires, 12 nuls et 11 défaites. Rappelons que l'an passé le Milan avait terminé à la 10ème position avec 52 points. Donc je pense que ce classement suffit à lui-même d'un question analyse, car c'est clairement cette saison clairement une déception, en dépit de la finale de Coupe d'Italie que le Milan a réussi à atteindre depuis un certain nombre d'années. Déception pourquoi? Car au regard des investissements réalisés l'été passé, donc qui avoisinaient le 80 millions d'euros, on pouvait légitimement s'attendre à un tout autre classement. Lors de l'émission de pré-saison, nous disions que Milan pouvait viser on pouvait viser raisonnablement la 5ème place, voire la 4ème place pour les plus optimistes. Mehdi visait le titre. Hein. Mais ça c'est l'habituel optimisme de notre ami Mehdi. Et le Milan a clairement manqué à sa tâche, si on peut dire, cette saison. Car on attendait clairement mieux déjà d'un point de vue comptable et aussi d'un point de vue sportif, car on attendait quand même tout autre chose avec l'arrivée de Mihajlović. Bon, à titre personnel, j'étais un peu sceptique à son égard, scepticisme qui s'est confirmé tout au long de la saison, car Mihajlović était censé tout d'abord apporter un tout autre état d'esprit que qu'Inzaghi n'aurait pas su apporter l'an passé dans le vestiaire. Et force est de constater que Mihajlović, donc qui a été limogé mi-avril dernier, à quelques encablures de la fin de la saison, a failli à sa tâche, car l'état d'esprit n'était finalement pas si présent que cela, sauf lors des grands matchs, comme on l'a dit lors de l'émission relative à la finale, lors de l'avant-match également. Et de ce point de vue-là, c'est une déception, car Mihajlović n'a pas su insuffler l'esprit d'équipe nécessaire pour que le Milan puisse vraiment viser le haut du tableau et au minimum une place qualificative pour la Ligue des Champions. Et également, le Milan n'a pas su trouver de fond de jeu cette saison à nouveau, avec des carences dans l'entrejeu qui ont toujours été aussi criantes cette saison, qui est pourtant un secteur important, névralgique du jeu, ce qui s'est traduit par des rencontres qui avaient des allures de purge, notamment face aux présumés plus faibles, face auxquels justement le Milan a très clairement pêché cette saison et a pris très peu de points, alors que le Milan était quand même censé faire le plein de points lors de certaines périodes décisives, où le Milan affrontait donc plusieurs promus, ce qu'il n'a pas su faire. Mais cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Milan a su être au rendez-vous face au gros, mais c'était clairement insuffisant. Donc, Sauf contre Naples. Sauf contre Naples, effectivement, où il avait été quand même pas si mal que ça. Mais voilà, donc au final, tous ces éléments font que cette saison du Milan est à nouveau un échec, très clairement. Bon alors Nico, effectivement Gila nous fait le bilan, toujours très performant, toujours très complet, merci Gila, pour cette prestation une nouvelle fois qui marquera les esprits. Mais Nico, c'est vrai que la différence par rapport à la saison passée, c'est qu'on a investi 80 millions, et puis pour ce résultat, c'est-à-dire 5 points de plus que l'an passé. Alors d'après toi, qu'est-ce qui a le plus pêché ? Toujours la même chose, déjà aucun fond de jeu, vu que comme l'a dit Gila, ça fait 3-4 ans qu'on s'ennuie complètement depuis le départ de nos stars. Avant il n'y avait pas grand chose sous l'air peut-être Allegri en termes de jeu, mais il y avait quelques génies dans cette équipe, il y avait énormément de talent, donc sur des exploits individuels ou des petits exploits collectifs, on arrivait à on faisait illusion, mais depuis le départ de ces talents-là, il n'y a aucun fond de jeu dans cette équipe du Milan, ce qui fait que, comme dit Gila, on voit des purges, on s'ennuie, et c'est ça qui est encore certainement le pire, qui pour moi après le classement, peut-être même avant, c'est que on regarde les matchs comme si on était un peu sadomaso, quoi. Je veux dire, on sait déjà avant qu'on va s'ennuyer, qu'on va souffrir devant notre équipe. Après, il y a toujours quelques fulgurances dans la saison qui nous font espérer un léger mieux, mais on retombe dans nos travers.
Après, comme tu dis, on a dépensé peut-être 80 millions, mais on a dépensé 30 millions sur Carlos Bacca et on n'a jamais joué sur ses qualités. On a dépensé 25 millions sur Bertolacci. J'avais dit au départ que c'était j'avais senti au début de la saison que je ne comprenais pas cette somme-là sur un joueur assez correct, voire au mieux, mais pas un très grand joueur. Enfin, 25 millions, je pense qu'on pouvait avoir mieux que Bertolacci. C'est 20 je crois, hein. Les 25 c'est pour Romagnoli, non, je me trompe pas? Je crois que c'est ça. Bon, Non, c'est ça. D'accord. Et en défense centrale, on a investi aussi sur Romagnoli, qui reste quand même très jeune, même il a fait un très bon début de saison, il s'est un peu essoufflé après en cours de route. Mais bon, ça reste un très jeune joueur, c'est pas un joueur confirmé non plus. Non mais moi je regrette pas les 25 millions sur lui, hein. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Non, je ne regrette pas, mais on a peut-être dépensé 80 millions, mais c'est peut-être pas 80 millions qui allaient nous faire gagner 5 places en plus au classement. Non, c'est vrai. Dans l'émission d'avant-saison, j'avais annoncé je ne voyais pas européen, et je voyais Sassuolo finir devant nous. Nico va poser sa plaque, c'est parti. Non mais voilà, je voulais quand même le re-signaler. Et je vais le dire, sans possible investisseur cet été, vu qu'on parle d'un rachat du club, je pense qu'on se dirige vers une nouvelle saison catastrophique déjà. Je peux déjà l'annoncer, sans savoir qui est-ce qui va venir, il n'y aura pas d'argent qui sera mis. Donc on va repartir avec les mêmes joueurs et je ne peux pas croire qu'avec le même groupe, on puisse faire quelque chose de mieux. Sans gros investissement, je vois pas comment ce groupe peut repartir et espérer mieux l'année prochaine. C'est en train de bouger en tout cas en coulisses. Nico, je suis surpris que t'aies pas évoqué l'interview d'Abbiati, j'imagine que tu réserves ça pour je l'ai lu et c'était super au passage, super article d'AC Milan Zone d'avoir traduit cette interview. Ah mais comme d'habitude quand c'est chapeauté par Gila, tout est formidable. Vive le Plaisir modem, pour hein. nous. Il va y avoir des messages politiques en cette année présidentielle, on va se marrer. Bon Tom, il y a plusieurs sujets évidemment qui nous préoccupent. C'est vrai que déjà, il y a en dehors de tout ce qu'ont dit nos camarades évidemment et sur lesquels évidemment tu vas réagir, les propos sur lesquels tu vas réagir, il y a le stade aussi, c'est-à-dire le projet stade avorté. On n'a pas encore évoqué ça, mais c'est vrai que ça fait mal, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui il faut être propriétaire de son stade pour viser des rentrées d'argent et puis un bilan stable, on va dire ça comme ça, ou positif dans le meilleur des cas. Et puis nous en début d'année on souhaitait peut-être plus de jeunes dans l'équipe type. Alors il y a un petit mieux par rapport aux années précédentes parce qu'on a eu la divine surprise Donnarumma qui j'imagine fera partie de nos tops, et puis Romagnoli, ça fait 2 joueurs. Bon, est-ce que ça te suffit 2 jeunes titulaires dans cette équipe cette saison, Tom? En dehors évidemment de tout ce que tu as à dire sur ce que nos camarades ont déjà énoncé. Concernant les jeunes, c'est peut-être le seul point positif de la saison, c'est-à-dire qu'on a gagné un classement, c'est-à-dire le classement de l'équipe qui a fait jouer le plus de jeunes, c'est-à-dire de U21 cette année en Italie, de très loin d'ailleurs devant Sassuolo si je dis pas de bêtises. Donc même si à mon sens c'est pas assez, parce qu'en Italie on en fait de toute façon jamais assez avec les jeunes, on est de toute façon très frileux. Je salue quand même le progrès, parce que je suis pas sûr qu'à une certaine époque, un Donnarumma aurait pu jouer autant, qu'un Locatelli aurait pu jouer contre la Roma à domicile en dernier match. On a quand même fini la saison en coupe avec Calabria, Romagnoli, Mauri qui est rentré en fin de match, plus Donnarumma, et Nyang, qui est aussi un U21. Ça fait quand même beaucoup. Alors, c'est jamais suffisant, j'espère qu'on va continuer sur cette voie-là, mais c'est peut-être le seul micro-point positif que je retiens de cette saison. Alors maintenant on va passer par le négatif. Alors j'ai écouté l'émission d'avant-saison, moi aussi, et on visait effectivement au moins l'Europe, hormis pour Nico, voire certains le top 3, je pense à Super Lio, et le titre pour Mehdi. Et au final, le pauvre. Vas-y Tom, vas-y. On parlait de Bi à ce moment-là, on parlait de retrouver l'Europe donc, et on se retrouve cette année, comme l'a dit Gila, avec 5 points de plus, une nouvelle année sans Europe, un nouvel éventuellement racheteur. On se retrouve encore une fois donc en plein stand-by, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé dans l'année. Donc c'est une grosse déception, parce que peut-être le top 3 était inatteignable, parce qu'effectivement les 3 équipes de devant ont carburé, mais à côté de ça, l'Inter et surtout la Fiorentina ont un sacré coup de mou, et j'en viens à ce qu'a dit Gila, les équipes de bas de tableau. Sur les 4 derniers, on a quand même pris uniquement 11 points en 8 matchs. Mais ça c'est grave. 11 points en 8 matchs, et même pire, donc on va dire sur les 3 relégués, on en a pris que 7. 7 points en 6 matchs, c'est-à-dire donc 1 point par match. Donc on a fait 7 points sur les 6 matchs contre les futurs relégués. A contrario, Sassuolo en a pris 14, la Fiorentina en a pris 14, et l'Inter en a pris 14, soit 7 points de différence. Avec 7 points de différence, on était ex-aequo avec la Fiorentina. Je pense que c'est assez édifiant. On perd pas ce championnat, on n'est pas ridicule face aux gros, hormis le dernier match. On n'a quand même pas été ridicule. Bon, on a eu 2-3 moments de faiblesse, mais ce championnat-là,
on est ridicule, on finit encore une fois sans Europe parce qu'on n'a pas su faire le jeu face à des équipes pourtant d'une faiblesse abyssale. Et c'est ça qui nous fait avoir encore une année, encore un échec et encore une année de stand-by. Bon, alors on va faire un deuxième tour de table avant de passer au top 3 et au flop 3 surtout qui est très attendu. Souvent chaque année les gens préfèrent le flop au top finalement parce que ça fait tellement d'années qu'on est minable que les gens ont envie de se marrer un peu en écoutant l'émission et c'est vrai qu'avec le flop on a toujours des surprises intéressantes. Donc là vraiment, même moi je suis très curieux, je préviens, je signale aux auditeurs quand même qu'on ne sait pas, on ne se concerte pas avant donc nous ne savons pas qui sera dans les tops et qui sera dans les flops. Mais Gila, je reviens un petit peu sur tout ce qui a été dit, c'est vrai, Nico a évoqué ça notamment, il y a eu quelques moments, quelques fulgurances dans la saison. Notamment une première, me semble-t-il, au mois de septembre, juste après le premier derby, avec le fameux 8+3 que moi j'ai encensé, et qui nous a valu 3 victoires d'affilée, où on s'est dit, tiens, peut-être que le Milan est en train de repartir, parce que moi ce que je prétextais en début d'année, c'était comment dire, ce qui était vrai d'ailleurs, hein, l'afflux de nouveaux titulaires. Parce que si on compare le 11 type de cette saison par rapport au 11 type de la saison dernière, c'est vrai qu'entre les arrivées, les jeunes qui jouent, et les mecs qui n'étaient pas forcément sur le terrain l'année dernière parce que blessés, je pensais à Alex notamment, eh bien ça faisait des nouveaux joueurs, il fallait donc créer des automatismes, et collectivement on pouvait penser que ça allait s'améliorer avec le temps. Malheureusement il n'en fut rien, et c'est vrai qu'après cette première fulgurance de septembre, on a rechuté notamment avec les contre-performances juste avant la trêve, il y a eu la Roma, il y a eu Carpi, il y a eu Frosinone, et puis ensuite... Il y a eu une nouvelle embellie, alors je sais plus exactement quand c'était, je sais plus si c'est janvier, février. Il y a eu juste après le derby. Voilà. Juste après le derby. Voilà, parce qu'il y a eu 3-0 contre, enfin il y a eu la grande victoire. C'était 3-0, c'est ça le deuxième derby, hein? Oui. Pas. Voilà. Donc on a commencé à y croire aussi. On a engrangé des points, puis c'est vrai que quand on gagne le derby, ça met toujours du baume au cœur. Et puis pan, juste après, il y a le coup dans le dos et on se plante. Alors c'est vrai que c'est frustrant parce que, je sais pas Gilles, ce que t'en penses, mais indépendamment des joueurs qu'on aurait peut-être dû ou pu recruter, ou des joueurs comme Bertolacci qu'on aurait peut-être pas dû prendre, enfin c'est même pas peut-être, est-ce qu'avec ces joueurs-là qui ont joué, on pouvait pas viser mieux? Parce que moi j'ai l'impression quand même que cette équipe type, quand je la regarde, alors faut pas qu'il y ait trop de blessés bien sûr parce qu'il n'y a pas de banc, mais enfin, cette équipe type quand je la regarde, elle est quand même capable de viser plus haut que 7ème, non? Ah oui, clairement, elle est capable de viser mieux que cette place. Et lors des multiples interviews donc de fin de saison, tout le monde disait à l'unanimité que ce groupe n'est pas un groupe de 7ème place. Et bah effectivement, quand on regarde tous les secteurs de jeu de manière précise, on a quand même bien stabilisé la défense. Sur les ailes, ça va mieux. Dans l'entrejeu, on a certes Montolivo qui est sur courant alternatif. Ah, je suis sûr qu'on va se marrer. Mais... Alors celui-là, alors là vraiment, je vous attends au tournant parce qu'il y a en plus il y a le renouvellement. Désolé Gilles de te couper, mais alors là, je pense qu'il y en a qui vont se déchaîner. Nico et Tom notamment, on n'a pas fini. Ah oui, ça va y aller. Gilles, excuse-moi de t'avoir coupé, mais là tu t'as dit le mot magique en fait, tu comprends? Donc ça déclenche les réactions en chaîne. Vas-y Gilles. Exactement. Et quand on regarde le secteur offensif, donc on a quelqu'un comme Bonaventura, on a l'arrivée de Bacca, donc. On a Honda qui est capable de faire de bonnes choses quand il est bien placé et de manière assez alternative là encore. Mais honnêtement, on a un groupe qui n'est franchement pas, par exemple, inférieur à celui de Sassuolo, voire face à celui de l'Inter et celui de la Fiorentina dans une moindre mesure. Donc oui, quand on regarde ce groupe, on pouvait raisonnablement viser la 5ème place et je rebondis justement sur ce que disait Tom. On a l'impression que cette saison au final c'est un stand-by. La saison passée on se disait bon ça allait bouger un petit peu, Berlusconi qui décide de mettre un peu la main à la poche, on va avancer avec la rumeur B, etc. Et au final on se retrouve avec une nouvelle saison, ça n'a pas tant avancé que ça, une fin de saison complètement catastrophique, hormis la finale de la Coupe d'Italie où on ne sait plus où on en est. Et clairement là on ne sait plus où on en est. Bon, je ne vais pas anticiper sur les débats à venir, mais cette saison qui aurait dû peut-être servir à amorcer quelque chose, au final ça a été une nouvelle saison blanche. Et le Milan devra à nouveau la saison prochaine repartir sur une vraie feuille blanche pour pouvoir amorcer une vraie évolution sur la durée surtout, c'est ce qui nous manque. Mais c'est fou parce que c'est la 7ème fois qu'on dit ça, le côté stand-by. C'est vrai, c'est la 7ème édition bilan et c'est la 7ème fois qu'on se dit qu'on n'avance pas. Sauf évidemment Romagnoli, Donnarumma, quelques jeunes, c'est vrai. Tout à fait. Je précise quand même que si on finit 7ème avec 4 ou 5 jeunes titulaires, je suis content. Hein. Je le dis ça, parce que ce qui m'énerve c'est qu'on finisse 7ème avec finalement seulement 2 jeunes titulaires et donc des joueurs censés être confirmés. Voilà, alors bon, il y a eu beaucoup de blessures, etc. Mais il y a quand même des gens qui ont été sur le terrain, qui ont été en deçà de leur niveau et qui sont censés être des joueurs confirmés, internationaux, etc. Et là Nico, je te tends la perche. Bon, il y a des joueurs qui sont indignes de leur niveau, il y a peut-être aussi des choix tactiques un peu discutables. Ce Milan de Lab qui produit toujours une multitude de blessés, et puis d'autres raisons que tu vas, j'en suis sûr, énoncer.
Ben déjà, on a peut-être une multitude de blessés. À l'époque, on l'expliquait aussi parce qu'on jouait plusieurs compétitions. Maintenant, on n'en joue qu'une seule avec la Coupe d'Italie c'est un match tous les 2 mois. Donc déjà, ça devient incompréhensible qu'on ait autant de joueurs qui se blessent. Ensuite, tu parles de choix tactiques. Je pense que depuis Allegri jusqu'à Mihajlovic, ils ont tous changé la compo en la mettant différemment. Je veux dire, à part jouer avec 3 défenseurs ou 5 défenseurs, on a tout essayé sur le plan du milieu et de l'attaque. Ça ne marche pas et c'est là que moi je me dis il faut changer les hommes. Ils n'ont pas la bonne mentalité, ils sont complètement, et Honda l'avait dit, il y a un problème avec ce maillot, enfin avec cette équipe. Les joueurs, quand ils retournent en équipe nationale, ils arrivent à faire des bons matchs et quand ils reviennent en portant le maillot du Milan, ils sont complètement tétanisés et on voit rien, on s'ennuie à part 1 ou 2 joueurs qui eux arrivent à porter des fois un peu l'équipe et ce qui fait qu'on fait quelques résultats. Et puis il y a El Shaarawy et Torres qui se défendent. El Shaarawy, je sais que c'est relativisé, mais Torres qui. El Shaarawy, faut relativiser. Il a fait 6 mauvais mois à Monaco. Enfin, à la Roma, il a quand même mis 10 buts, ou quasiment 10 buts sur 6 mois. Il a repris une place de titulaire. Il nous a fait la leçon à la maison. Torres, qu'on pensait complètement cramé. Ouais. J'arrive même pas à comprendre qu'il soit pas à l'Euro. Au final, il va jouer une finale de Ligue des Champions en étant certainement titulaire. Je veux dire, voilà, on va parler que de ces 2 derniers joueurs, mais il y en a d'autres encore, hein, voilà, qui a fait une saison fantastique, qu'on parle que Arsenal serait dessus. Enfin, il y en a des joueurs qui se refont une santé dès qu'ils partent du Milan, on n'arrête pas de le répéter émission après émission. Maintenant, donc c'est une question d'état d'esprit plus que de talent alors, Nico. État d'esprit, après talent, oui, état d'esprit. Après, j'arrive. C'est vrai que comme vous dites, on a un effectif pour être ailleurs. Après. Moi, quand je vois notre milieu de terrain, qui est à la base, c'est quand même la base, le milieu de terrain, je veux dire, c'est ce qui aide les défenseurs et ce qui aide l'attaque. Je veux dire, moi, ce milieu de terrain, il est loin de me faire rêver, même si on prend nos 3 titulaires qui ont fait la saison. On a un Bertolacci qui est complètement à côté de ses pompes, on a un Montolivo qui est plus mauvais que bon, et on a Kouchka qui est un bon joueur qui donne tout. Mais je veux dire, après, c'est loin d'être un technicien. Je veux dire, donc, quand tu prends ces 3 joueurs-là au milieu de terrain, quand je prends toutes les équipes du championnat italien, il y a pas on est à notre place. Voilà, mais en finale de Coupe d'Italie, c'était pas mal pourtant. Mais ça, à la place de Bertolacci, il y avait pas sur une saison, sur une saison, sur quelques matchs. Et après, quand on parle de l'Inter et la Fiorentina qui sont un poil en dessous de nous, enfin, ça veut dire qu'ils sont au même niveau que nous. Jusqu'à mi-saison, ils ont joué quand même pour le titre. Ils étaient à 2 ou 3 points de la première place. L'Inter a fait un début de saison canon. Après, ils se sont un peu effondrés, ce qui fait qu'ils ont gardé cette avance avec nous. Et la Fiorentina, il faut savoir quand même que depuis 2 ans, déjà avec Montella, ils produisent un super football, donc il y a un fond de jeu. Donc après, il y a peut-être qu'ils ont des joueurs au niveau du talent qui sont peut-être inférieurs aux nôtres, mais en tout cas, il y a un fond de jeu, il y a une idée pour jouer au ballon, et ils ont un effectif qui est pareil, qui est inférieur aux nôtres, même en termes de banc de touche, parce qu'ils ont très peu de joueurs professionnels dans leur groupe, et pourtant ils produisent autre chose. Parce que même la Fiorentina, si les derniers matchs, ils se sont complètement vautrés. Fallait voir ce qui démontrait comme football. Alors après, devant les cages, il arrivait pas à marquer, mais je veux dire, les mecs qui allaient au stade, ils s'ennuyaient pas en tout cas. Bon, on va voir ce que Tom en pense avant de passer au top 3. Tom, c'est à toi. Moi, je suis même encore plus sévère, c'est que j'en viens même à me demander si on n'est pas à notre place, aussi intrinsèquement parlant. Ah bon? Alors peut-être pas Sassuolo, ok, mais alors par contre, je ne vois pas aujourd'hui ce qu'on a de plus que la Fiorentina et l'Inter. À part sur peut-être 2-3 postes, effectivement, ok. Mais je regarde notre composition d'équipe, à part la défense où il y a eu du mieux cette année, j'y reviendrai tout à l'heure, comme l'a dit Nico, notre milieu, il est horrible. Notre milieu, par contre, j'en suis quasiment certain, est probablement le pire milieu parmi tous les gros Italiens du championnat. Et ça, j'en suis certain. Même en valeur pure. Ah ouais. C'est Kouchka, il est bien gentil, mais comme l'a dit Nico, c'est pas un technicien, c'est un guerrier. Bertolacci. C'est bien les guerriers, Tom. T'aimes pas ça les guerriers? Ouais, mais un guerrier sans pied, c'est un peu compliqué. Le problème, Montolivo. Vas-y. Comme tu dis, un guerrier c'est bien, mais dans ce cas-là, d'à côté, il faut 2 techniciens. Et j'en viens, parce que Montolivo, on en parlera aussi tout à l'heure, mais Montolivo a encore été quand même sacrément médiocre cette année. Et Bertolacci, manque de peau, je sais pas si son niveau c'est plus celui de l'an dernier au Genoa ou cette année au Milan, mais en tout cas cette année il était nul. Moi je suis désolé, je préfère voir, on va dire, prendre l'exemple de la Fio, un mec comme Vecino, qui est uruguayen si je dis pas de bêtises, a fait une belle saison. Borja Valero, il est très bon. Avec l'Inter, il y a quand même Gary Medel qui est quand même pas, lui qui est un guerrier mais qui a quand même des pieds. Pour moi ils ont vraiment de vrais bons joueurs. Et je parle même pas du trio tête avec la Roma qui a du Nainggolan et Pjanic.
et les Naples et la Juve, alors que nous, on a Montolivo, Kučka et Bertolacci. Non, je trouve vraiment qu'on a notre place. Bon, eh ben au moins c'est radical, c'est clair. Eh ben on passe au top 3, on va essayer de faire une petite parenthèse réjouissante. Gila, c'est à toi, quel est ton numéro 3? Alors mon numéro 3, Carlos Bacca, donc avec 18 buts inscrits, toutes compétitions confondues, donc, si je ne me trompe pas cette saison. C'est une saison d'intégration tout d'abord, donc première saison en Serie A qui est positive. Bon, il a un peu marqué le pas à certains moments, notamment en période octobre-novembre, puis sur cette fin de saison, donc où il a moins marqué. Mais il a quand même inscrit la bagatelle de 18 buts, ce qui était quand même, ce qui faisait quand même longtemps pour le Milan, qui n'avait pas eu un attaquant qui scorait autant, peut-être depuis Ibrahimovic. Donc un attaquant qui a vraiment su mettre des pions quand même à des moments décisifs, qui nous ont valu des points. Mais malheureusement, comme l'a dit Nico, en fait, il n'a pas forcément été mis dans de bonnes dispositions. Et comme on le disait lors de l'émission d'après-match de la finale de la Coupe d'Italie, c'est un joueur qui voilà, pour lequel il a vraiment besoin lequel a vraiment besoin de ballons apportés très près du but pour vraiment scorer, alors que là il devait quand même faire quelques efforts, en tout cas faire état de quelques gestes techniques. Ce qui n'est pas non plus sa qualité première, donc c'est vraiment en buteur pur. Ça marchait Donc mieux voilà. quand Bonaventura était en forme. Hein. Je rappelle Tout à fait. Bonaventura qui était meilleur passeur du championnat pendant plusieurs mois, Tout et à tout de fait. suite on sentait que Bacca plantait plus, quoi. Exactement. Si on regarde les statistiques, je pense que les deux concordent en ce qui concerne le nombre de buts marqués pour Bacca et le nombre de pas décisifs pour Bonaventura. Donc les deux ont été vraiment complémentaires cette saison. Mais voilà, dès que Bonaventura a été blessé, ça a été un peu plus compliqué pour Bacca. Mais quand même, saison positive le concernant. Alors numéro 2. Numéro 2, Bonaventura. Donc qui, voilà, en dépit de cette fin de saison un peu compliquée le concernant, lié à des problèmes physiques, il a quand même été notre atout technique numéro 1. Je me rappelle quand même de quelques matchs qu'il a disputés où vraiment on avait droit à des gestes techniques assez quand même assez fabuleux, presque à la brésilienne. Et rare hein, au Milan depuis longtemps. Hein. Et voilà, rare, donc vraiment c'est le seul joueur qui nous a permis de entre guillemets de vibrer un peu d'un point de vue esthétique, car pour le reste ce n'était pas forcément fameux. Donc saison véritablement positive le concernant. Bon, il n'a pas été non plus ménagé par les changements tactiques qui ont eu lieu ensuite entre Brocky et Mihailovic, et même pendant le mandat de Mihailovic. Mais voilà, il a toujours su faire preuve d'efficacité. Donc vraiment, saison positive également le concernant. Il s'est vraiment inscrit dans la régularité, ce qui est très positif. Et enfin, donc, mon numéro 1, sans aucun doute, Gianluigi Donnarumma. Donc, j'en raconte plus son histoire. Donc, à 16 ans, intronisé gardien numéro 1 du Milan. Ce qui nous semblait quand même assez irréalisable en début de saison. On espérait peut-être le voir intégrer le groupe professionnel, donc même en qualité de troisième gardien, finalement il a été intégré en tant que numéro 1. Il a su profiter des délicatesses physiques de Diego Lopez pour s'imposer, et il s'est imposé de quelle manière. Vraiment une insouciance quand même assez impressionnante pour son âge, une qualité technique vraiment certaine. Une détente impressionnante pour un joueur de son âge. Bon, il est quand même bien aidé par son gabarit qui est quand même assez conséquent. Mais voilà, il a surtout bien su gérer la pression qui pesait sur ses épaules. Il a vraiment su également sauver le Milan à plusieurs reprises, donc vraiment éviter à ce club de perdre des points lors de matchs assez importants. Donc saison un peu plus positive, et enfin la relève du Milan au poste de gardien est assurée avec le départ d'Abbiati notamment, donc qui lui a transmis en quelque sorte le flambeau du gardien à la milanaise, donc formé au club, ce qui on ne peut plus réjouissant, ce qui est certainement l'une des très bonnes nouvelles en tout cas de cette saison, très clairement. D'ailleurs, c'est le seul grand moment de l'année avec le derby peut-être. Ce qui est dommage, c'est que ça se soit passé après le coup de sifflet final. C'est-à-dire que ça se passe toujours en dehors du terrain, quoi. Mais bon, merci Gilles. Alors Nico, vas-y, fais-nous rêver, remonte-toi un peu le moral là. Numéro 3, j'ai décidé de mettre Alex, le Brésilien, car je n'y croyais pas une seule seconde cette année pour lui. L'année dernière, il avait été constamment blessé, ce qui fait que lorsqu'il jouait, il était à court de forme, et je pensais que ça allait être la même cette année. Il a commencé sur le banc de touche parce que au départ c'était Zapata qui lui était préféré à côté de Romagnoli, puis après Rodrigo Eli, puis son tour est venu et il a su
faire une bonne charnière avec l'Italien. Et on s'est rendu compte que après, quand il n'était plus là, Alessio Romagnoli avait quand même beaucoup plus de mal. Et que le vrai patron de la défense c'était Alex. Dès qu'il pouvait enchaîner, c'est quand même un très bon défenseur. De toute façon, il a eu une belle carrière et il a joué dans de bons clubs qui tournaient à ce moment-là dans de bonnes formes. Il a eu un petit coup de moins bien le dernier mois. Mais voilà, je voulais saluer sa prestation sur l'année car il a vraiment été un taulier pour le club. Et en plus, il va partir, vu qu'il ne renouvelle pas son contrat, c'est quasiment sûr. Donc voilà, bonne chance pour la suite pour lui. En numéro 2, je mets Carlos Bacca, car je pense que mettre 17 buts dans cette équipe-là relève pour moi du miracle, avec aussi peu de fond de jeu, en ne jouant pas pour ses qualités. Après, il y a une seule chose qui plaide, malgré tous les défauts dont on a énumérés durant la saison dans les émissions d'après-match de Bacca, qui n'utilise pas son pied gauche, comme l'a dit souvent Tom, ou que des fois, techniquement, il y a des choses qui sont quand même assez faciles, ratées techniquement. Il a joué toute la saison en tant que titulaire indiscutable, quasiment fait à tous les matchs les 90 minutes, et il a quand même, en jouant au Milan AC, un ratio en nombre de tirs et de buts qui est, je crois, l'un des meilleurs d'Europe. Et donc arriver à mettre 17 buts en tirant aussi peu de fois au cage, je pense que ça montre déjà la difficulté qu'il a pour marquer autant de buts, et ça prouve qu'il n'en faut pas beaucoup pour les mettre au fond. Et en numéro 1, comme Gila, je pense que c'est une évidence, Donnarumma. Il commençait au départ 3e gardien en match de préparation. Il a pris la 2e place à Abbiati tellement apparemment c'était un furiclass, je pense qu'on peut le dire. Et il a saisi son opportunité quand Diego Lopez, qui a eu un coup de moins bien et s'est blessé. Et ce qui est assez impressionnant pour son âge, on a l'impression que c'est simple, mais en fait, même si soi-disant il a un énorme talent, mais ce qu'il a fait à son âge, ne pas prendre la grosse tête, il aurait pu s'effondrer. Et au final, pas du tout. Il s'est révélé, au final, il est arrivé tout doucement sur la pointe des pieds. Puis après, on a vu qu'il savait faire une place, qu'il a su gueuler à certains moments, qu'il a tenu la baraque. Et je pense que le Milan doit s'appuyer sur, de façon pour le futur, et c'est prévu sur ce jeune joueur. Et je regretterai qu'une seule chose, c'est que depuis 3-4 ans, dans notre top 3, à tous, il y a un gardien qui est quand même dans le top 3 de chacun, tellement le Milan subit. Il y a eu Abbiati, il y a eu Diego Lopez l'année dernière, et cette année, et on met encore Donnarumma. C'est vrai. Tom. Alors j'ai longtemps hésité pour le numéro 3 entre Bacca et ceux que je vais choisir. Finalement, je vais choisir l'axe défensif Alex Romagnoli. Pourquoi ? Parce que même si c'est trop fragile, je trouve que c'est la première fois depuis quelques années qu'on a un duo de centraux qui tient à peu près la route, avec, comme l'a dit Nico, un Alex qui s'impose en patron, et un Romagnoli qui a fait une très grosse première partie de saison. Même si c'est un peu essoufflé sur la fin, son bilan demeure très positif. Et en termes de buts encaissés, on a pris trop de buts, on a pris 43 buts cette année. Donc ça fait plus d'un par match, certes, mais c'est quand même le meilleur total par rapport aux 2 dernières saisons, et à peine plus que le dernier podium qu'on a fait en 2013, parce qu'on en avait pris 39. Donc ça montre quand même un léger progrès, et vu qu'on a très peu de progrès cette année, il faut quand même le souligner. Donc même si Alex va sûrement partir, j'espère qu'on arrivera à le remplacer, peut-être par Paletta, peut-être par une recrue, je ne sais pas, mais j'espère que l'axe défensif va continuer et va encore s'améliorer. Avec également une petite mention spéciale, même si je ne le mets pas dans mon top 3, pour Abate, qui a fait une très grosse deuxième partie de saison. Alors, en numéro 2, je vais voter pour Bonaventura, qui, malgré le coup de mou qu'il a eu à partir de février, il a porté l'équipe pendant plus d'une demi-saison. Il était un des meilleurs du joueur de champ. Il a une attitude assez top, rien à dire, leader. Pour moi, c'est l'année de la confirmation. Et en numéro 1, comme tout le monde, je vais voter pour Donnarumma, élément le plus régulier. Je pense que c'est un des rares qui a eu très peu de coups de mou. Le plus prometteur, forcément. Celui qui a constamment progressé tout au long de la saison, qui est devenu même un patron de la défense, parce que j'en reviens, je fais un lien avec mon top 1 et mon top 3. Je pense que si la défense a été par moments plus solide que d'habitude, on le doit beaucoup à Donnarumma, parce qu'on a pris moins de buts à partir du moment où il était dans les cages. Il a été élu nombre de fois incalculable, plus bel arrêt de la semaine à chaque fois qu'il y avait des votes. C'est une des pépites, et à côté de ça, je trouve que c'est un minot qui, humainement, a l'air d'être bien.
On le voit en larmes après la Juve en coupe, on le voit en larmes pour le départ d'Abbiati. Il multiplie les déclarations sobres, classe, très mature pour un gamin de 17 ans. C'est vraiment, je pense que s'il y a un joueur que je ne veux pas voir partir cet été, je pense que c'est lui. Ah oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, tu nous rappelles, Tom, s'il te plaît, le nom du gardien de la Primavera qui est en train de pousser, que tu nous annonces comme une future pépite? Plizzari. Plizzari, voilà, donc c'est pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, peut-être que dans quelques années, alors évidemment pas titulaire, parce que Donnarumma, nous l'espérons, restera très longtemps, et nous avons quelqu'un d'autre qui est en train de pousser, donc le Milan forme des bons gardiens, ça c'est positif. Exactement. Alors mon top 3, moi j'ai mis Romagnoli, parce que 20 ans dans les jambes et 30 ans dans la tête, une deuxième partie de saison un peu plus irrégulière, c'est vrai, mais je trouve un ensemble très prometteur et très rassurant pour la suite. Pour moi c'est l'avenir du Milan et de la sélection nationale. Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas été pris pour l'Euro, même si je comprends les histoires d'automatisme, etc. J'aime beaucoup Rugani aussi, j'aime un petit peu moins Bonucci, même s'il sort d'une bonne saison, mais je parle du Bonucci en sélection, et encore moins Chiellini, parce que Superlio, s'il était là, nous le rappellerait, ces deux-là nous ont coûté énormément de buts par le passé, en Coupe des Confédérations, en Coupe du Monde, Championnat d'Europe, etc. Cela dit, bon, c'est pour après, hein, on sait que Romagnoli sera là, et on lui souhaite plein de bonnes choses à lui comme au Milan. Numéro 2, alors ça je l'avais annoncé, ça surprendra personne, Ignazio Abate, parce que depuis janvier, j'ai retrouvé le défenseur qui m'épate, qui bloque et annihile toutes les offensives adverses, qui galvanise ses troupes, en plus ça j'aime beaucoup, et qui montre l'exemple de la première à la dernière minute. Bref, pour moi, le vrai capitaine de cette équipe. S'il y a une bonne nouvelle, j'espère, à venir dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour l'été, ce serait le transfert de Capitana sur le bras d'Abate. Pour moi, il le mérite, et je le trouve vraiment exemplaire, irréprochable, tant dans son attitude, je veux dire, sur le terrain, en termes comme joueur, techniquement, c'est peut-être pas le mot en ce qui le concerne, mais je veux dire, au niveau de son abattage, c'est le terme, et de son efficacité, que de sa gestion du collectif, dans le sens où il aboie correctement, il encourage ses coéquipiers, il demande au public de soutenir, etc. Il a toute l'attitude que j'attends d'un capitaine. Donc je suis à 100% derrière Abate, et s'il y avait un vrai sponsor sur le maillot, un truc qui prend pas de ligne, j'aurais son maillot, ça c'est sûr. Et numéro 1, Donnarumma, évidemment, ça surprendra personne, parce que phénomène, parce que sobre et efficace, genre de joueur que j'aime, même si parfois il y a des arrêts spectaculaires aussi, et puis sans vague ni crête aussi, ça me plaît beaucoup, et parce que 20 ans de Milan, si les dirigeants font ce qu'il faut, donc pareil que Romagnoli en fait, hein, j'attends énormément de ces jeunes, et j'espère, je leur dirai certainement en fin d'émission, mais j'espère que s'il y a une satisfaction qui doit venir de la saison prochaine, ce sera la titularisation plus fréquente de Calabria par exemple, qui a été très bon en coupe, de Locatelli, éventuellement de Mastalli si c'est possible, peut-être d'autres recrues jeunes d'ailleurs, parce que les 25 millions moi dépensés sur Romagnoli, ça m'a convaincu, hein, quand on recrute un type de 20 ans qui a ce talent et qui est capable à ce point de diriger, de contrôler une défense pendant de longs mois, c'est, je trouve, intéressant de dépenser 25 millions, parce que c'est 25 millions pour une période de temps, enfin sur le long terme, quoi, voilà, il est là si tout va bien pour une vingtaine d'années, enfin peut-être pas une vingtaine d'années, mais enfin pour une quinzaine d'années. Nicolas veut réagir. Nico. Je veux juste réagir sur le fait qu'on a tous mis Donnarumma numéro 1. Je crois qu'on n'a jamais été d'accord sur la première place. Bah c'est-à-dire qu'avant tu mettais Mexès, Nico, en même temps, donc c'est ça qui va pas, hein, mais... Non mais c'est vrai que ça fait plaisir, et on constate, alors même si vous n'avez pas tous mis Romagnoli dans votre top, qu'on est presque tous d'accord pour dire que les jeunes finalement ont été les meilleurs cette année, quoi, quasiment, hein. Et c'est incroyable de se dire que c'est des mecs de 16 ans et 20 ans qui dament le pion à tous ces titulaires internationaux, comme je le disais en début d'émission, qui sont dans la force de l'âge, quoi. Ça fait réfléchir, hein. Donc ça, tout ce qu'on nous dit, oui mais les jeunes c'est pas un gage de sécurité, non c'est pas un gage de sécurité, mais on constate quand on les lance que ça fonctionne. Et même Calabria, vous imaginez, le mec qui a quasiment pas joué de la saison, à part en début de saison, le match qui nous sort en finale de Coupe d'Italie contre la Juve, qui est juste la meilleure équipe italienne, ça donne envie d'en voir plus. Voilà, c'est ça que je veux dire, et j'espère que ce sera le cas la saison prochaine. Bon, alors c'est maintenant, hein, c'est le grand moment, c'est le point d'orgue de l'émission, nous sommes un peu plus de la moitié de l'émission, hein, donc le flop 3, Gila, c'est à toi. Alors mon flop 3, donc, avec, en troisième position, Mario Balotelli. Alors Mario Balotelli en troisième position, ça pourrait peut-être en étonner certains qui pourraient aisément le mettre à deuxième voire à première position, mais Balotelli, j'en attendais pas non plus des masses à son arrivée. Donc l'énième réveil n'aura pas eu lieu, l'énième chance n'aura pas été source de réveil tout simplement pour l'Italien. Donc qui certes en dépit d'une longue absence jusqu'au mois de janvier pour une pubalgie, n'a pas su ensuite reprendre, garder de manière
de manière certaine sa place de titulaire, en tout cas sur la durée. Et lorsqu'il était titulaire, c'était quand même assez, le contenu de ces matchs était quand même assez décevant. Donc sans parler de l'état d'esprit qui à nouveau un peu fait des siennes en fin de saison, certes moins que par le passé, mais quand même. Donc pour moi, clairement l'une des déceptions de cette saison. Et en tout cas pour moi, il mérite clairement sa troisième place et sa place dans ce flop 3. Ensuite, seconde position, Ricardo Montolivo. Donc là, ça n'étonnera peut-être pas grand monde. Montolivo, pourquoi ? Parce que capitaine tout d'abord. Il a à nouveau un peu failli à sa tâche cette saison. Un manque de charisme assez criant sur la pelouse et en dehors de la pelouse. J'en tiens notamment pour exemple, s'agissant de l'exemple hors de la pelouse, de son attitude en tout cas, de son manque de leadership hors de la pelouse. L'interview d'Abbiati qui nous disait qu'il avait une fois pris à partie Carlos Bacca, donc après sa sortie face à Carpi en championnat, donc en fin de saison, sortie durant laquelle Bacca a fait état de ses humeurs. Et on aurait pu raisonnablement s'attendre que Montolivo vienne raisonner le Colombien, ce qui a été fait par Abbiati, et Abbiati a également déploré le fait que personne ne soit venu l'aider. Donc on aurait pu là encore penser que Montolivo, en sa qualité de capitaine, aurait pu venir à la rescousse du gardien. Ce qui n'a pas été le cas, donc et sur le plan sportif, eh bien, comme on l'a dit, des irrégularités. Bon, signalons quand même que lors de sa petite absence quand même, qui est durant l'hiver donc, on déplorait quand même son absence car il avait quand même réussi à retrouver un semblant de niveau, en tout cas à retrouver un semblant d'influence dans le jeu, par ses qualités de relayeur, mais force est de constater que ça n'a été que provisoire et on a retrouvé ensuite un Montolivo en fait qui n'apportait rien dans le jeu, en tout cas qui délivrait des prestations insipides, tout simplement, qui honnêtement nous laissait vraiment sans voix, vraiment des prestations un peu plus insipides. Donc on attendait clairement plus de lui malgré tout, mais hélas il confirme son irrégularité. Il a une nouvelle fois confirmé son irrégularité cette saison. Et enfin en première position Bertolacci. Donc d'une part au regard du montant de son transfert, donc assez conséquent, et au regard de son niveau qui n'a pas évolué de la saison en fait. Bon, peut-être timidement en période courant octobre-novembre dans le 4-4-2, mais sinon il a été régulé dans la médiocrité malheureusement. Pas de sursaut d'orgueil, en tout cas pas de réaction notable. Il n'a certes pas été épargné par les blessures également, mais c'est clairement insuffisant pour un joueur recruté à 20 millions d'euros et qui était quand même censé apporter quelque chose dans cet entrejeu qui manquait de qualité, notamment de par ses prestations. Nico. Moi j'ai le même top 3 que Gila, à part que c'est pas les mêmes positions. Alors tout de suite en numéro 3, Bertolacci. Troisième ? Oui, et je vais expliquer pourquoi. Parce que déjà j'en attendais rien. D'accord. Je vais le mettre en numéro 3 parce que il y a eu un investissement de la part du club, donc quand tu investis 20 millions sur un joueur, tu attends quand même un certain retour sur le terrain. Et même si moi je n'attendais rien de lui, comme j'attendais à l'époque rien de Matri, je le mets numéro 3 parce que quoi qu'il arrive, il a eu un nombre de chances illimité cette saison. Il a passé, dès qu'il était en état de jouer, il a été titulaire. Et concernant le prix, en plus de son transfert, quand on lui avait posé la question en début de saison, il était très content, pas très content, mais assez fier de ce prix-là, car ça voulait dire que il avait une certaine valeur et que le Milan misait beaucoup sur lui pour mettre autant d'argent et que c'était à lui de montrer qu'il valait cet argent-là, cette valeur-là. Au final, c'était un raté complet sur le terme sportif et je pense que si Milan reçoit ne serait-ce que 10 millions cet été, je pense que on va commencer à sérieusement réfléchir du côté de Milanello pour le vendre. Numéro 2, Balotelli. Car moi, contrairement à Gila, je pensais que c'était le bon coup de fin de mercato du Milan. Car le premier passage de Mario Balotelli a quand même été bon au Milan AC, en termes de statistiques, et il y avait quand même une touche Balotelli sur le terrain la première année. Il savait donner quelques bons ballons et il a marqué quelques buts importants. Mais là, cette année, sur le plan, même s'il y a eu cette blessure, mais sur le plan statistique, c'est quand même un but en championnat qui est sur coup franc en début de saison contre l'Udinese avant sa blessure. Et 2 buts en Coupe d'Italie contre une équipe de 3ème division, dont un sur penalty. Après, en termes de jeu, il y a eu du mieux au début en termes d'état d'esprit. Mais sur la fin, au final, Mihailovic lui a passé un coup de... Comment dire ? Lui a passé oh, j'ai oublié le terme. Un savon. Un savon, exactement. Un savon.
juste avant son départ, et Brocchi a essayé de lui donner sa chance, et au final, il n'a même pas été titulaire à la finale. Donc ça veut dire ce que ça signifie, en sachant que ce qu'avait dit Gila lors de l'émission de la finale, il avait apparemment il était rentré au vestiaire parce que son changement prenait trop de temps. Donc voilà, je pense que Balotelli, à force de jouer trop avec le feu, s'est vraiment brûlé pour cette fois-ci. Et j'avoue que j'ai été surpris quand même, que je m'attendais à une bonne saison de Mario à côté de Bacca, et au final non, même pas du tout. Merci, au revoir, je pense que c'est la dernière fois pour lui. Et concernant donc notre capitaine qui va prendre cette place tant attendue, mais bon, moi voilà, j'en peux plus. J'en viens des fois quand j'ai le match, et ça je l'ai encore jamais dit lors d'une émission, il m'arrive à me faire regretter un Souley Muntari. Oh, Nico quand même. Je pèse mes mots. Souley Muntari marquait des buts. Je le rappelle quand même. Hein. Oui, marquait des buts. Casser des jambes aussi. Et tuer des gens. Tuer des gens. Marquer des buts. J'en viens des fois à me demander lequel est le pire l'un que l'autre. Et je retiens aussi... aussi... technique quand même, Nico, on peut pas... Oui, bien sûr. Il y en a qui marquent des buts. Entre guillemets, chacun leur... Bon, vas-y, je te laisse finir, vas-y. Muntari marquait 5-6 buts par saison, même si je le portais pas dans mon cœur. Et surtout, au mois de janvier, Milan a fait un choix, c'est de sacrifier De Jong pour Montolivo. Ça, c'est un truc que je ne pardonne pas aux dirigeants, sachant le niveau de Montolivo, et ce qui fait que pour moi ça a mis encore plus de poids sur Montolivo sur la saison, ce qui fait que dès que je le voyais, je pensais à ça, et vu que De Jong était un des joueurs que j'appréciais le plus dans cette équipe, même s'il avait eu un coup de moins bien, ça me prenait aux tripes, et surtout, Montolivo est le capitaine de cette équipe, et quand une équipe marche aussi mal, t'attends au moins du capitaine qu'il soit irréprochable en termes de niveau sur le terrain, parce que en dehors du terrain, je pense quand même qu'il l'était. Il a jamais fait parler de lui, Montolivo. Mais voilà, je veux dire, son niveau de jeu était très bas, et je pense que c'est normal que le capitaine morfle quand on voit la saison de l'équipe. Voilà. Eh bien, c'est au tour de Tom. Ah bah, je vais bien enchaîner, parce que mon flop 3, c'est Montolivo. Alors, pour le niveau, pour le symbole, que troisième, je suis quand même assez gentil. Ah, moi je croyais qu'il y avait Montolivo 3, 2, 1, d'accord, je m'étais dit tiens, c'est original, j'étais convaincu, mais je me suis dit quand même, avec le vaste choix dont tu disposes, Tom, ça aurait été dommage de ne choisir qu'un joueur. Vas-y, Tom. Non, Montolivo uniquement troisième, donc pour le niveau, pour le symbole, et parce qu'il a, à mon avis, fait quand même 60% de matchs ratés, allant de médiocre à pathétique. Il a fait quoi, les 4-5 vrais gros matchs où on s'est dit tiens, ça y est, un vrai bon Montolivo. Mais le problème c'est que quand tu fais que 4 matchs, quand on fait 30 dans l'année, le ratio est quand même assez médiocre. Une attitude et un capitanat dont on est tous d'accord pour dire qu'il ne mérite pas. On voit des fois les causeries d'avant-match quand il s'échauffe, et on voit Montolivo muet avec un Abaté, donc ça rejoint un peu ce que tu disais avant MJ. Un Abaté qui prend la parole avec un Montolivo qui lui n'a pas le charisme ni l'attitude. J'ai en souvenir également le geste évocateur avec le coup franc face au Hellas Vérone où la peur du ballon, alors que tu es censé lutter pour l'Europa League, que tu galères déjà à obtenir un match nul parce que ton gardien fait 20 arrêts. Dans les arrêts de jeu, tu vas te cacher parce que le ballon arrive trop proche de ton visage. Ça, j'ai du mal à lui pardonner. On n'a pas encore parlé de son renouvellement de contrat, mais c'est une des pires nouvelles du mois, je pense. Parce que 3 ans encore. Hein. J'avoue que j'y ai cru, parce que avec toute la presse, tous les avis de tout le monde, le fait qu'il soit lynché par une grande partie des supporters. Nico écrit 3 ans ferme, je précise pour les auditeurs. En off, Nico est en train d'écrire 3 ans ferme. Je me suis même mis à espérer en me disant allez, peut-être qu'ils vont pas le prolonger ou qu'ils vont diminuer son salaire, peut-être que ça va être qu'un an. Et non, on diminue pas le salaire, 3 ans de plus, donc 3 ans, donc ça c'est... À 31 ans. Hein. Ah, c'est quand je me rappelle qu'on a refusé la même durée de contrat à quelqu'un comme Andrea Pirlo, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ah si, Nico a les poils qui se hérissent, fais gaffe, parce que là ça peut repartir pour 10 ans encore. Ça me tue qu'on l'ait accepté pour un mec comme Montolivo qui a fait, à part peut-être une première saison potable, ça doit faire 3 ans qu'il est entre médiocre et pathétique. Donc voilà, en numéro 2, Bertolacci. Bertolacci parce que 20 millions, parce que a tout cassé, 1 ou 2 bons matchs, et encore. Quand j'ai fait le flop, quand j'ai réfléchi, je me suis demandé mais quand est-ce qu'il a fait un vrai bon match? Et hormis contre la Lazio là-bas, une demi-heure où il avait fait une demi-heure, j'ai pas le souvenir d'un très bon Bertolacci, même en match de préparation, même en coupe.
Alors peut-être qu'il me manque un match, mais je pense que Bertolacci, ça doit être vraiment 90% de matchs ratés. Même pas, il fait pas énormément d'erreurs, c'est juste que ce mec-là est fantomatique, il a un impact inexistant, et cette année en tout cas c'est une erreur de casting. Peut-être qu'il reviendra à un bon niveau l'année prochaine, même si j'ai de sérieux doutes. Mais en tout cas, sur cette année, je vois pas comment ne pas le mettre dans mon flop 3. Et je l'ai mis que deuxième parce que j'ai hésité entre plein de monde. Et finalement, j'ai vite vu que toute l'attaque méritait bien cette première place, à l'exception de Carlos Bacca. Je vais expliquer pourquoi. Donc, Luis Adriano, 4 buts. Boateng, 1 but. Menez, 2 buts. Balotelli, 1 but. Et seul Nyang sauve un peu l'honneur avec 5 buts. Et 25 occasions ratées. On a cette année donc 49 buts marqués, soit la pire attaque du championnat pour le Milan AC depuis 2002. À l'époque, il y avait quand même un championnat à 18 clubs. Et en termes de ratio, on a la pire moyenne depuis 1998. Donc c'est assez éloquent. Je pense que nos purges se montrent assez bien avec cette stat-là. On met quand même qu'une moyenne de 1,20 buts, je crois, par match. Enfin, j'ai jamais vu ça. Je me disais bien, justement, en faisant les flops, je disais, ça fait longtemps qu'on a mis aussi peu de buts en une saison. Et, enfin, depuis 1998, c'est à l'époque, on allait aussi en France pour jouer la Coupe du Monde. C'était il y a 18 ans. Certains de nos auditeurs les plus jeunes étaient peut-être même pas nés. Donc, pour moi, voilà, c'est à part effectivement, donc évidemment Bacca qui sauve l'honneur, et à un degré très très moindre, Nyang, c'est voir un pari comme Balotelli qui finalement met un but, un mec comme Menez dont on a dit tant des merveilles en France, même si pas nous, donc Casa Milan, en mettre que 2 et avoir des envies de départ dès qu'il est revenu. Un Luis Adriano payé 8 ou 9 millions pour 6 mois pour ces 6 derniers mois, je sais même plus dans quel club il était. Et au final être merci. Et au final être quasiment partant à partir de janvier et être inexistant tout 2016. Et Boateng dont on a déjà tant dit. Pour moi c'est éloquent, c'est qu'on n'a jamais su trouver le partenaire idéal avec Bacca et on a tant galéré dans tous les modules de jeu. Et c'est peut-être un des premiers points qu'il faudra changer en dehors du milieu de terrain, parce qu'effectivement avant il y a 2 milieux. Je pense que le milieu et l'attaque et le duo avec Bacca, ça va être les 2 priorités à mon avis dans le futur mercato. Bon, eh bien merci à vous, je vais essayer d'énoncer mon flop. Alors, je vais surprendre, mais j'ai failli mettre Montolivo dans le flop. C'est vrai que je l'ai beaucoup défendu cette année, mais les 2 derniers mois ont été tellement désagréables, y compris pour moi, que j'ai failli me lâcher. Seulement, je me dis que ce serait pas très cohérent par rapport à tout ce que j'ai dit en cours de saison. Parce que moi, alors j'ai un jugement... Alors, je suis d'accord sur le Capitana, ça c'est clair, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je suis d'accord également sur le salaire. Tu m'as annoncé quoi, Tom? 3,5 millions, c'est ça? Voire 4 millions, j'ai un doute. Voire 4 millions, donc c'est évidemment scandaleux. 3 ans également. Moi, j'ai rien contre, si vous voulez, le fait qu'on conserve Montolivo comme remplaçant ou comme joueur de complément ou comme joueur qui s'inscrirait dans un turnover. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un joueur technique, quoi qu'on en dise. Alors il le montre pas suffisamment souvent, c'est vrai, mais c'est quand même un technicien et lorsqu'il sort des gros matchs, c'est quand même impressionnant. Même Nico est capable de le reconnaître. Et puis parce que c'est un mec bien. Et on a tellement critiqué tous les cassos qui se sont succédés. On va en parler là encore, hein, puisque j'ai pas fait encore le flop 2 là. Mais je pense que c'est un type qui sur le banc, enfin c'est pas mal, après ce qu'il accepterait j'en sais rien, mais j'ai pas non plus le même jugement que vous sur la saison. Je vous dis les 2 derniers mois catastrophiques. Alors le match à Naples là c'était pire que tout, il avait perdu tous ses ballons, c'était dramatique, mais je n'oublie pas non plus que quand il a été intégré contre l'Inter en début de saison, tout le monde ou presque louait les vertus de Montolivo, disait que le jeu de l'équipe était plus fluide, que collectivement c'était supérieur, etc. Alors on a vite déchanté effectivement, mais je trouve entre septembre et mars, je dis bien entre septembre et mars, je parle pas de ce qui s'est passé après où là il a été mauvais quasiment tout le temps, mais entre septembre et mars, je trouve que les matchs mauvais ont été moins nombreux que les matchs moyens, bons ou très bons. Voilà. Je l'ai beaucoup trouvé moyen, je l'ai beaucoup trouvé bon et parfois très bon, mais mauvais pas tant que ça, en tout cas c'est mon avis, entre septembre et mars. Mais bon, je comprends l'agacement et j'ai envisagé de le mettre, mais j'ai trouvé pire, pas pour moi. Numéro 3, Luis Adriano, parce que j'avais annoncé le flop et parce qu'à part 2 têtes, on n'a rien vu de concret devant le but, et moi les attaquants qui vendangent, j'aime pas ça. C'est pour ça que j'aime pas Nyang, j'apprécie ses qualités de course, etc. Mais vendanger devant le but, je supporte pas ça.
Et à égalité pour moi avec Deschilio, parce que stop à la mascarade, c'est bon, on l'a assez vu, et c'est assez rare que je réclame le départ d'un joueur formé au club, mais là je ferai exception. J'estime que Deschilio n'a plus rien à faire au Milan AC, je suis surpris d'ailleurs que vous n'y l'ayez pas pensé. Ensuite, numéro 2, Boateng, Balotelli, et parce que pareil, j'avais annoncé le flop et qu'il faut arrêter les conneries, on a été trop loin avec ces deux joueurs-là. Et puis Honda, alors je sais que je triche un peu, mais pour une autre raison, c'est-à-dire que d'un côté il y a le cirque, et de l'autre côté il y a quand même des joueurs qui sont un peu plus sérieux et qui on a vu. Et pourquoi je choisis Honda? Parce que je trouve que c'est bien de s'exprimer dans la presse, mais parce que c'est mieux de le faire sur le terrain, et parce que j'attends toujours la fameuse valeur technique ajoutée d'un Rui Costa, d'un Zedorf ou d'un Savicevic, qui ont eux porté aussi le numéro 10 dans le dos ces dernières décennies, et que j'ai pas trouvé ça chez Honda, et que j'ai toujours du mal avec les meneurs de jeu, les numéros 10 qui sont pas fichus d'éliminer un adversaire, qui sont pas fichus de dribbler. Moi ça me pose problème, et qui en plus physiquement sont limités, un coup d'épaule ils volent. Donc je veux bien que de temps en temps il y ait une patte gauche intéressante et quelques passes, mais à un moment donné la valeur, vous savez, quand Bonaventura était un petit peu en dedans parce qu'il revenait de blessure, était là, etc. Évidemment, Honda était censé prendre la suite. Honda était censé être là pour donner les bons ballons à Bacca. Il ne l'a pas fait, ou trop rarement. Donc quand on a le numéro 10 dans le dos, on doit être quasiment la star de l'équipe, et c'est loin d'être le cas. Et numéro 1, Bertolacci, parce que là j'hallucine, 20 millions pour ça. Et puis on peut pas dire qu'il ait pas eu sa chance. Et si vous voulez, quand je pense par exemple à Saponara, je me dis que la seule solution pour jouer, c'est de coûter cher quand on a cet âge-là. C'est-à-dire que encore une fois, l'aspect économique l'emporte sur l'aspect sportif, et on se fout complètement de savoir que le mec soit bon, du moment qu'il a coûté cher, on l'aligne quoi. Et ça je trouve ça navrant, et ça fait partie des choses que je fustige quand je parle du football moderne, c'est l'argent qui domine et non pas le sportif. On a laissé filer Saponara qui s'éclate à Empoli, qui est un vrai joueur talentueux, et on a pris Bertolacci qui n'a absolument rien montré. J'avoue que je le connaissais pas très bien avant qu'il arrive, j'ai encore moins envie de le connaître. Il va évidemment rester parce qu'on aura du mal à le vendre. Alors parfois c'est vrai qu'on a des surprises, j'ai rappelé en cours d'année l'épisode Rai au PSG qui avait quand même montré autre chose avant d'arriver au PSG bien évidemment, avec la Seleção notamment, puis dans ses clubs précédents. Mais c'est vrai qu'il avait bien mis 1 an avant de trouver un vrai niveau, donc peut-être que Bertolacci sera la surprise, mais il a l'air tellement limité que j'ai du mal à y croire. Et donc bon, j'ai pas beaucoup d'espoir sur son avenir au club. On va parler maintenant de ce qui va se passer, parce que c'est la dernière partie de l'émission, et c'est vrai qu'on est tous un peu dans l'expectative, il y a beaucoup de choses en projet, Gila va nous en parler, parce qu'il y a des news là qui datent d'aujourd'hui, des dîners, Berlusconi qui annonce que finalement il veut vendre, à un moment donné il y a quelques jours il disait que les Chinois voulaient l'évincer, voulaient pas qu'il fasse partie de l'organigramme, il était pas content. Voulait le chasser carrément. Voulait le chasser, voilà c'est le terme qui a été utilisé, exactement, chasser, c'est ça, c'est exactement le terme que j'ai lu dans la Gazzetta. Donc d'abord Gila, que souhaites-tu ? Personnellement, on sera pas forcément tous d'accord, je le sais, sur ce sujet, mais c'est important de l'évoquer parce que ça implique beaucoup de choses. Ça implique le stade, ça implique les jeunes, ça implique l'avenir, ça implique le projet du Milan dans les prochaines années et plus. Donc comment dire, les grands changements sont à venir. Voilà. Alors cela dit, on disait ça il y a 1 an aussi avec Bi qui nous a planté, un phénomène cache-car. Mais Gila, que souhaites-tu et que va-t-il se passer d'après toi ? Alors, concrètement, ce que je souhaite à l'heure actuelle, donc considérant que l'aventure de Berlusconi au Milan, donc après 30 ans, est pour moi terminée, car il n'est plus en mesure de s'investir comme auparavant, et notamment de mettre la main à la poche pour véritablement améliorer cette équipe. Et étant donné que qu'il est en quelque sorte lié à vie à Adriano Galliani, donc son départ, le départ de Galliani est conditionné au départ de Berlusconi. Donc on est forcément tenté de souhaiter le départ de Berlusconi, qui, s'il reste de toute manière, comme vous l'avez dit en début d'émission, n'investira plus 1 centime, étant donné les pertes conséquentes à éponger chaque saison. Donc l'aventure de Berlusconi est terminée, en tout cas c'est une voie sans issue à l'heure actuelle en 2016. Donc la seule perspective admissible, c'est une vente. C'est une vente et qui au regard des dernières infos, pourrait être scellé en tout cas avec un consortium chinois qui serait prêt donc à acquérir la totalité des actions du club pour un montant évalué entre 720 millions et 750 millions d'euros. Donc on est loin de l'évaluation faite par Berlusconi avec Bi, donc qui était de 1 milliard d'euros pour la totalité du club. Et donc 500 millions et quelques pour 48% du club, donc ce qui était quand même assez délirant, ce qui a donc expliqué l'échec du dossier Bi. Donc cette vente permettrait au Milan de repartir de l'avant, en tout cas de repartir sur des bases saines, de pouvoir vraiment opérer une nouvelle construction du club, mais voilà, il y a toujours forcément des doutes, ce que je comprends.
mais je pense que une vente intelligente est possible. En tout cas, une vente intelligente pour moi, ce serait quoi? Ce serait donc des investisseurs chinois donc qui apporteraient les fonds nécessaires et un board en quelque sorte qui serait d'A entre guillemets. Donc où l'on verrait notamment l'arrivée d'un Paolo Maldini par exemple dans la gestion sportive. Je pense que entouré de Milanais pur jus, donc qui connaissent les valeurs du club, en tout cas qui savent que le Milan ne fonctionne qu'avec ces valeurs-là, en tout cas ne serait-ce que pour préserver les traditions. Oui, je pense que ce serait vraiment une bonne chose, en tout cas je pense que c'est nécessaire, en tout cas du moins théoriquement. Après, ne nous enflammons pas, la session est loin d'être acquise. Comme tu l'as dit MJ en intro, Berlusconi tergiverse pas mal. Donc aujourd'hui, il serait prêt à vendre, mais on n'est pas à l'abri que dans 2 jours, ils nous disent qu'ils ne souhaitent plus vendre, qu'ils souhaitent remettre la main à la poche. Mais voilà, c'est totalement indécis. Donc les semaines à venir, donc d'ici la fin juin, je pense qu'on en saura davantage. Et on pourrait être potentiellement fixé sur l'arrivée effective ou non de ces Chinois qui... de mon point de vue, est à l'heure actuelle possible, car l'aventure Berlusconi au Milan est terminée. On n'ira pas loin en tout cas. Dans tous les cas, comme l'a dit Nico lors de son intervention en début d'émission, si ça ne change pas, on est reparti sur une nouvelle saison catastrophique, sauf miracle. Oui, c'est ça, il convient de rester prudent parce qu'on n'a aucune certitude au moment où l'on parle. Il tergiverse. On ne sait pas, on enregistre le 25 mai. Bon, évidemment, si le Milan est vendu, on fera une spéciale. Ce qui est vrai qu'on enregistre aujourd'hui, parce qu'il y a l'Euro qui arrive et qu'il y a la spéciale Euro, l'Italie, etc. Donc on est parti dans une autre optique. Mais si Milan est vendu en cours de route, on fera une spéciale peut-être plus après l'Euro, parce qu'on aura déjà peut-être des informations au niveau des transferts. Donc on aura plus de choses à dire. Mais on sent quand même quelque chose se profiler. Nico, souscris-tu au propos de Gila? Est-ce ton souhait? Moi, le truc qu'il y a, c'est que les Chinois, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Ouais. C'est le problème des investisseurs étrangers. Il suffit de voir Bi, c'était une enfumerie totale. Maintenant, je suis comme Gila. Pour moi, le duo Berlusconi-Galliani, je n'ai plus confiance. Je n'y crois plus du tout. On est en train de creuser notre tombe de pire en pire. Et je pense que la stat, par exemple, sur l'attaque qu'a donné tout à l'heure Tom quand il est dans son flop, c'est l'un des plus mauvais Milan offensivement qu'on voit depuis donc 98 et 2002. Là, on commence à bien remonter en arrière pour retrouver un Milan aussi mauvais, quoi. Mais je n'y crois plus. Maintenant, je me dis, si les Chinois décident de... De toute façon, ils resteront, bien sûr, ils seront en manette, mais bon, s'ils décident de donner, par exemple, le titre de directeur sportif à un Maldini, de donner les rênes du club, peut-être, en tant que coach à un Milanista comme Donadoni, enfin, de faire rentrer des gars qui connaissent les valeurs du club, qui ont fait aussi les grandes heures de ce club, et qui donneront cette mentalité qui a fait l'histoire du Milan, qui a fait on est tombé amoureux du Milan. Pourquoi pas? Voilà, maintenant, j'en sais rien, je sais pas. Ah, t'es pas catégorique quand même, je te pensais plus déterminé. J'en sais rien, je sais même pas le nom des gars qu'on nous annonce, on sait juste qu'ils sont chinois, quoi. On n'a même pas un visage, on n'a rien, donc... Si, j'ai vu une photo, mais elle était floue. Et après, avec le problème qu'il y a, c'est comme a dit Gila, avec Berlusconi, un jour c'est oui, un jour c'est non. Donc... voilà, j'en sais rien du tout, j'attends de voir avant de me prononcer, savoir ce que veulent faire les Chinois, mais quoi qu'il arrive, si on reste avec Berlusconi et Galliani là-dedans, je sais pas où est-ce qu'on va, mais en tout cas on va dans le mur. Hein. Bon, au moins vous serez d'accord là-dessus, il faut plus que Berlusconi et Galliani soient à la tête du club la saison prochaine. Tom? Alors moi j'ai longtemps été contre le rachat, puis cette année, je crois que j'ai eu un point de non-retour entre... les griefs que je peux avoir envers Berlusconi et Galliani. C'est-à-dire, dans l'idéal, bien sûr, moi j'aimerais autre chose donc que des Chinois, j'aimerais bien un Italien et tout, ou alors avoir une politique sportive un peu proche de la Juve, ou une gestion économique un peu proche du Napoli, avoir un Berlusconi ou un Galliani qui retrouverait la lucidité d'antan. Bien sûr, dans l'idéal, j'aimerais, mais j'y crois plus. C'est... Comme dit Nico, on sait peut-être pas ce qu'on va avoir avec les Chinois, mais on sait surtout ce qu'on risque en gardant Berlusconi et Galliani. C'est qu'on est sûr, je peux le dire pour moi, on est sûr à 100% qu'avec ces deux mecs-là, on va dans le mur et on s'enfonce au risque que la crise perdure encore plus longtemps. Au moins que les Chinois, il y a un risque effectivement, mais il y a aussi un espoir que ça puisse aller mieux alors qu'on n'a pas cet espoir-là avec les deux autres. Même le projet jeune, tu crois pas? Même le fait pour moi, le ces mélange deux-là jeune et sont l'italien, tellement... ça te plaît pas?
pour moi, ces deux-là sont tellement plus lucides. Oui, le projet italien, j'entends bien, mais à côté de ça, on te ramène Vangioni, l'Argentin de 28-29 ans. C'est vrai. Pour moi, ces deux-là, c'est plus possible. Et à partir du moment où on a, je crois, signé, peut-être que je me trompe, mais vous allez me dire, on a signé une exclusivité avec les Chinois, on n'a donc plus que deux solutions, soit les Chinois, soit pas de rachat. Et par défaut, même si effectivement j'ai des réserves et des craintes, je suis quand même pour le rachat des Chinois. Et comme Gila et comme Nico, j'espère qu'à côté de ça, on arrivera à intégrer un staff exclusivement d'anciens Milanais. Maldini a encore fait un énorme appel du pied au club. Ça doit être le 1884e appel du pied qu'il le fait depuis la fin de sa carrière. Un mec comme Gali est encore bien au club. Il y a Brocchi qui peut-être s'il n'est plus entraîneur, on y reviendra tout à l'heure, pourrait réintégrer la Primavera. Il y a des mecs du club qui, à mon avis, rêveraient d'aider le Milan, qui rêveraient de redonner, qui rêveraient de redonner un peu au Milan son ancienne sa gloire. Je pense que c'est possible. Donc les Chinois peuvent effectivement venir, mais il faut vraiment qu'il y ait des anciens du Milan pour pouvoir garder cette image, garder les valeurs qui nous ont fait aimer ce club. C'est vraiment ce que j'aimerais. Après maintenant, on marche un peu dans l'inconnu avec les Chinois, on ne sait pas trop ce qui va se passer et effectivement je peux comprendre les craintes de certains de vendre un étranger. Oh bah les miennes hein. C'est pour ça parce que je suis le seul. Non mais Tom, c'est la transition. J'entends ton discours nuancé, j'espère, il faut. Alors effectivement, si c'était des Chinois qui transmettaient les rênes à Maldini, bon, avec un stade qui s'appellerait Cesare Maldini, parce que moi ce serait mon souhait. S'il y avait un nouveau stade, je lui donnerais le nom de Cesare Maldini. Moi je pense que ce serait un très très beau geste et ce serait formidable. Je rappelle le grand capitaine des premières Ligues des Champions du Milan. Bien évidemment décédé malheureusement il y a quelques semaines, il y a quelques mois, c'est tout récent. Maintenant moi c'est vrai que si je jette un œil en Europe sur les meilleurs clubs sportivement, j'entends bien, je ne parle que du sportif puisque c'est la chose qui m'intéresse, je vois Real et Barça président espagnol, alors c'est certes avec les sociaux à la clé bien sûr, je vois le Bayern président allemand avec me semble-t-il propriétaire allemand, corrigez-moi si je me trompe, je vois en Italie la Juve président italien avec propriétaire italien, corrigez-moi si je me trompe, et alors j'entends partout, on veut me faire croire que la seule solution en fait au problème milanais ça se trouverait hors d'Italie, c'est-à-dire qu'il serait pas possible de trouver des riches en Italie comme Ferrero il y a 2 ans qui s'était pointé au portillon qu'on a envoyé balader. Moi je pense qu'il reste possible de vendre, alors s'il y a l'accord d'exclusivité ça peut compliquer les choses etc, mais je reste convaincu qu'on peut vendre à un Italien, en tout cas c'est ce que je souhaite, parce que moi je me demande mais c'est quoi la suite quoi? On vend quoi? On vend nos villages, nos maisons, nos terrains, notre famille, tant qu'on y est on va vendre des gens, allez aux Chinois on va tout vendre. Moi je suis non mais je veux pas de ça, moi c'est pas mon monde. Alors je comprends la désespérance provoqué par ces dernières années de disette et d'agacement que je partage bien évidemment, parce qu'il va surtout pas falloir croire que je soutiens Berlusconi, Galliani. Du tout, c'est pas mon propos, attention, qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Mais j'avoue que je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que pour moi Milan c'est un morceau d'Italie, donc ça appartient à l'Italie. Je pense que si on veut appartenir à un Chinois, alors dans ces cas-là faut assumer, faut quitter Milanello, faut quitter la Serie A pour délocaliser en Chine. Là je dirais ok, il y a une forme de logique, mais pour ma part, alors on me fera pas, je suis comme ça fait 7 ans que j'anime cette émission, j'attache de l'importance au symbole et je refuse catégoriquement de céder à cette évolution anti-patriote qu'on nous présente comme une fatalité, alors que je le répète, les meilleurs clubs d'Europe que je viens de citer, je ne parle que du sportif, s'en sortent avec un modèle traditionnel. Alors évidemment à ça j'ajoute l'italianité globale sur le terrain, mais c'est un deuxième sujet, je distingue bien les deux. Cela dit, je fais le lien évidemment, parce que j'estime, même si ce n'est pas une certitude, qu'un propriétaire italien serait forcément plus patriote. Enfin, il y aura plus de chance, si vous voulez, de trouver avec un propriétaire italien des Italiens sur le terrain. Pas de certitude non plus, il n'y a pas de certitude avec les Chinois, mais je pense que c'est une question de probabilité, de pourcentage et statistique. Mais le problème pour moi, d'abord, c'est le symbole, je le répète, je vends pas mon patrimoine à un étranger, et je ne mets certainement pas mon drapeau dans ma poche. Donc après, chacun en pense ce qu'il vaut, on peut me traiter de réactionnaire, on peut me traiter de passéiste, de tout ce que vous voulez, mais moi je tiens à la perpétuation du patrimoine, je tiens aux traditions, je tiens à l'ADN du Milan, et donc je ne fais pas confiance. J'ai bien noté que vous aviez également des doutes, mais moi je ne fais pas confiance. Je sais qu'on y va tout droit, et ça ne m'empêchera pas de supporter, de soutenir le club, mais je n'arrive pas à adhérer à ce projet. Mon premier choix c'était la vente à un riche italien, alors je ne sais pas qui, mais j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas de riche italien, que ça n'existe pas. Je pense qu'il doit y avoir des industriels comme Fiat, qui est du côté de la Juve évidemment, mais enfin il doit y en avoir d'autres. Et puis le deuxième c'était Berlusconi sans Galliani, avec Maldini, avec d'autres gens qui perpétueraient le projet jeune italien qui moi me convient. Alors après le problème c'est que si ce ne sont que des mots évidemment ça va pas, mais si c'est encore aller chercher un autre mec comme Romagnoli talentueux, si c'est faire jouer Locatelli, Mastalli etc, avec éventuellement
un ou deux joueurs talentueux qui viendraient de l'étranger, comme Baka par exemple, hein, qu'on a eu cette année, pour doper un petit peu cette équipe, ça pourrait me plaire, vous voyez. Ce serait que mon second choix, mais je préférerais toujours ça à la vente aux Chinois. Après, évidemment, tout le monde va réagir, hein, je vais pas clore l'émission là-dessus, donc Gila, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ce que je te dis te choque? Ou est-ce que tu peux comprendre ma méfiance? Est-ce que c'est choquant? Non, pas vraiment. Tout le monde a son point de vue, évidemment. Le tien est recevable. Après tu nous as cité l'exemple de plusieurs grands clubs européens, donc le Barça, le Real ou encore le Bayern. Mais sauf que ces clubs ont su en quelque sorte se réformer et comptent quand même sur des investissements assez conséquents. Donc du coup, ce qui les aide à garder une certaine attractivité sur le plan sportif et économique, ce que n'a pas su faire le Milan, qui au final est resté sur une gestion à deux avec donc Berlusconi et Galliani, mais qui n'a pas su prendre le virage nécessaire, notamment s'agissant du stade, ou encore s'agissant de la gestion sportive et de la gestion à longue durée en fait, parce que là, si on regarde bien l'organigramme, on n'a aucun directeur sportif depuis le départ de Leonardo. Non, Leonardo et Braida, voilà, son nom m'échappait. Donc on voit bien que ce tandem n'est plus à la page. Berlusconi a 79 ans, 78 ans, Galliani 71 ans. Donc on voit quand même que... Et une femme de 30 ans. Une femme de 30 ans, voilà, qui quand même est des trois la plus intéressante au niveau de la gestion. Gila a un poster au-dessus de son lit, hein, il nous l'a pas dit, mais... Elle et Barbara. Voilà. Donc c'est la seule qui au final... Et François Bayrou. Non, vas-y Gila, excuse-moi, vas-y. C'est en tout cas celle qui pourrait nous faire espérer du mieux, mais au final on a vu que Galliani avait quand même bien su l'éjecter et l'a renvoyé à un rôle de sparring partner dans la dirigeance. Donc au final, en tout cas si on reste avec ces deux-là, on n'ira pas loin. Le projet jeune, je comprends tout à fait ton point de vue, mais je pense que, admettons que les Chinois arrivent, que ce soit effectif, je ne pense pas que des joueurs comme Bonaventura, Donnarumma ou encore Romagnoli quitteront immédiatement le club. Je pense que justement ils seront gardés au regard de leurs valeurs sportives et économiques. Est-ce qu'il y en aura d'autres, Gila? Est-ce qu'on laissera les autres pousser? C'est ça ma question. De toute manière, tout dépend ensuite de la dirigeance et des structures. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a quand même des joueurs qui émergent. Voyant Donnarumma, je pense qu'il serait quand même intéressé de creuser un petit peu, de voir si on n'aurait pas un autre petit défenseur, notre attaquant intégré, un autre milieu. Donc tu fais confiance. C'est peut-être ma nature optimiste. En tout cas, c'est bien, il en faut un, Gila, il en faut un. Je me dis qu'une gestion éclairée est possible. Des fonds étrangers, ça peut peut-être te heurter, mais je pense que si les fonds étrangers arrivent, mais que c'est une gestion derrière qui est totalement intelligente, en tout cas avec des gens qui savent ce qu'ils font, avec un Boban par exemple qui n'est pas italien associé à Maldini, je pense que ce serait bien mieux que ce que l'on a à l'heure actuelle, car de toute manière, je pense que l'exaspération est telle qu'au final, les Galliani et consorts, personne n'en veut plus, on ne croit plus en tout cas à leurs promesses. Ça c'est clair et net. Très bien, mais merci Gila déjà pour ton intervention pertinente, mais simplement quand je parlais du Barça, du Real, alors il y a les sociaux, encore une fois c'est un truc très particulier là-bas, quand je parlais du Bayern et de la Juve, je voulais simplement dire qu'il existait une solution nationale, hein, pas forcément avec Berlusconi, je le rappelle c'est tout sauf mon premier choix, hein, qu'on soit bien d'accord, donc je disais simplement qu'on pouvait trouver une solution localement, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que les Chinois, mais on le sait pas forcément nous, mais enfin on va pas dire que tous les Italiens sont pauvres quand même, je sais bien que c'est un pays en crise, mais pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'en Espagne. En tout cas Berlusconi a clairement il demande quand même un paquet d'argent. Et pourquoi il a viré Ferrero quand il s'est pointé à la porte? Parce que lui il avait les sous. Il y a ça aussi, ça existe. Mais oui, Gila, on peut, je suis convaincu moi qu'on peut trouver un Italien riche. Alors c'est peut-être pas immédiat, on voit bien qu'à Marseille on a du mal à vendre par exemple. Mais je ne désespère pas de ça moi. Alors je me doute bien que c'est pas ce qui va se passer. Mais personnellement je ne considérais pas cette solution là comme impossible. Enfin c'est à Nico de parler. Après, il faut savoir une chose aussi, Berlusconi donc voudrait vendre, mais il veut vendre aussi à des gens qui seraient capables d'investir. Alors ça, c'est peut-être parce que moi, le modèle PSG, c'est pas non plus mon délire, ou Manchester City, d'investir massivement sur les prochains mercatos, parce que Berlusconi aimerait rester encore président, en gros, honoraire pendant 3 ans, parce qu'il aimerait en fait que le Milan retrouve un peu ses lettres de noblesse. Avec lui sur la photo. Exactement, mais de toute façon on se rappelle de la Ligue des Champions en 2007 ou en 2003 où il est en bas sur le terrain hein, avec les joueurs. Hein, oh c'est normal ça.
Oui, c'est normal. Bon, il est jamais en tribune, mais il est quand même Non. pas toute la saison, mais il est là lors des grands soirs de victoire. Non, mais ça, on peut pas lui en vouloir. On peut lui en vouloir pour beaucoup de choses, mais le fait que lorsqu'on gagne la coupe, il soit présent, bon, ça paraît Enfin, normal. le président qui se fait soulever avec la coupe dans les mains, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais. Bon, Bon, et alors ton après, sentiment, Nico? après, non, concernant ce que tu dis, de toute façon, ça se comprend entièrement. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi hein, aussi. Maintenant, voilà, moi j'y crois plus et je pense que malheureusement aujourd'hui dans ce football moderne, l'argent faut voir où est-ce qu'il est. Qui est-ce qui a dépensé le plus au dernier mercato? C'est les Chinois. Ils ont dépensé plus que les Anglais. Donc même les Anglais commencent à se faire dépasser par les Chinois, c'est pour dire. Mais actuellement, c'est eux qui ont de l'argent et comme les Qataris à une époque, quand ils ont commencé à racheter les clubs anglais, ben, les Chinois veulent commencer à faire une bonne pub parce qu'ils comptent organiser une Coupe du Monde dans une dizaine d'années à voir. Mais en tout cas, voilà, ils veulent racheter des grands clubs et Milan en fait partie. Maintenant, c'est vrai que moi la vente, je suis pas contre si on a un board milanista. C'est ça fait une condition, mais une condition, enfin encore une fois, il y a zéro certitude. Donc De toute façon, on chacun... n'en aura aucune Non. tant qu'on n'aura pas, il y aura pas des noms qui vont sortir. Maintenant, dernière chose aussi, je pense que de toute façon, même sans parler de vente, pour que ce Milan aille mieux, c'est pas, je dis qu'il faut changer les joueurs sur le terrain qui n'ont pas le bon état d'esprit, mais il faut surtout changer les hommes qui pensent pour ce club. Oui, bah, Donc, j'espère que tu sans veux pas parler, virer sans tout parler le monde. sans parler de changement de président, un véritable directeur sportif, Ouais. une manière différente de gérer. Barbara Berlusconi, elle avait peut-être pas raison sur tout, mais elle a voulu changer quelque chose. Et quand même, Galliani a fait comprendre à son père, c'est soit elle, soit moi. Le père a voulu éviter les histoires, c'est-à-dire que demain, si Galliani part, apparemment, il a un CDI, donc ça coûterait une fortune au Milan AC, si on veut le licencier. Donc on a mis Barbara Berlusconi bien de côté, et au final maintenant on l'entend plus du tout dans les journaux, alors qu'à un moment quand Milan perdait sous Inzaghi, on l'entendait tous les week-ends pour dire ça ne va pas du tout, ça ne marche pas comme il faut, elle mettait des coups de pression à Galliani et à son père en disant il faut faire quelque chose pour faire réagir. Depuis, on l'entend plus depuis une bonne année Barbara Berlusconi. Hein. Bon, enfin on verra ce qui va se passer. Alors Tom, c'est à toi. Non, ton avis s'entend, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est qu'après, oui, c'est en fonction de nos de l'optimisme qu'on peut avoir. C'est qu'effectivement, voilà, à partir du moment voilà, où l'exclusivité a été signée, je pense que maintenant, un Italien, c'est plus possible parce que c'est signé. Donc légalement parlant, c'est plus possible. Donc il y a peut-être un temps, Tom, il y a peut-être une prescription, je ne sais pas. S'il Ça, arrive ça pas par avant contre, ça faudrait se Un pencher mois. sur les détails. Ah voilà, je n'en sais pas. un mois. Ah, un mois. Ah. Alors dans ce cas, je retire ce que j'ai dit. Mais à côté de ça, il y a effectivement aussi la volonté. Parce que comme l'a dit Gila, le prix est élevé. Peut-être que des Italiens pourraient, effectivement, mais est-ce que des Italiens voudraient? On sait pas. On ne sait pas, mais je me dis, après j'essaye d'imaginer un peu, Berlusconi a dit il y a quelques semaines qu'il préférait quand même vendre à des Italiens. Je pense quand même que Berlusconi n'est pas assez idiot, il a quand même dû faire un peu un tour d'horizon des éventuels acheteurs italiens qui pourraient y avoir. J'espère. S'il n'a trouvé aucun nom, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, qu'il n'y a aucune volonté parmi les plus riches personnes provenant d'Italie de racheter le Milan. C'est le raisonnement que j'ai eu, c'est qu'à mon avis, peut-être qu'il n'y a aucun Italien qui voudrait racheter le Milan, qui voudrait mettre une telle somme, parce que mine de rien, c'est quand même une très grosse somme que de vendre Berlusconi. Et effectivement, comme a dit Nico, il n'y a que les Chinois qui en ce moment ont envie de se mettre dans le football et de payer 700 millions sans souci pour acheter un club et avoir une vitrine un peu en Europe pour leurs éventuels objectifs futurs, comme l'a dit Nico, avec une éventuelle Coupe du Monde. Donc à partir de ce moment-là, je vois que les Chinois qui pourraient racheter le club, et l'exclusivité, je pense qu'elle est logique, parce qu'il n'y a que les Chinois qui, à mon avis, peuvent vraiment répondre aux objectifs financiers de Berlusconi. Après, je pense comme Nico, moi c'est un rachat avec un board milanais. Est-ce qu'on va l'avoir? Je pense que si on sera beaucoup à croiser les doigts si ça se fait. Et si ça se fait pas, on sera beaucoup à se taper des purges pendant un an avec Berlusconi et Galliani. Hein. Bon, enfin, on entend tout ça, on verra, on va suivre évidemment, on fera une émission. C'est vrai que moi je maintiens que ça ne m'enchante guère tout cela, mais je comprends la nécessité de changement. Mais moi je la souhaite aussi, hein, je le souhaite aussi le changement de toute façon. Après c'est différentes options, différentes orientations, chacun choisira. On va passer au mot de la fin.
J'entends beaucoup de gens, tu vois, Nico tout à l'heure commence à dire il faut vendre les joueurs, etc. Bon, j'espère Nico que tu vends pas tout le monde quand même, que tu en sauves quelques-uns, parce qu'en ce qui me concerne, j'aurais tendance à garder quand même, à part Deschilio, au moins les joueurs formés au club. C'est-à-dire que les deux latéraux, enfin les trois d'ailleurs, avec Calabria, Antonelli, Abate, Donnarumma évidemment, et puis Bonaventura, éventuellement Bacca s'il veut rester, ceux-là quand même je les garde. Hein. Je ne vire pas tout le monde, parce que je reste convaincu qu'il y a quand même du talent dans cet effectif, qu'il y a des trous à combler, un banc à fabriquer, et un vrai technicien à acheter pour faire la liaison milieu-attaque, mais je n'exclurai pas tout le monde. Hein. Gila, je sais pas ce que tu en penses. Ton mot de la fin alors peut porter là-dessus ou sur complètement autre chose. Hein. Évidemment, tu es 100% libre, mais moi je tiens à dire quand même que tout n'est pas acheté dans ce Milan-là. Hein. Ah non, c'est sûr. Tout n'est pas acheté, mais en tout cas, s'agissant d'une purge, je pense qu'elle porterait sur 75% de l'effectif. Pour reprendre une stat qu'on a souvent évoqué en privé, honnêtement, voilà, je garderai les Antonelli, Calabria d'ailleurs, qui ont prolongé jusqu'en 2019 il y a peu, donc bonne nouvelle. Je garderai Donnarumma, Bonaventura. Et pas Abate, évidemment. Oh, qui va prolonger Bonaventura. Hein. Qui devrait prolonger effectivement. Et éventuellement Bacca. Par et contre, pas Abate, Gila Abate, effectivement, j'ai tout simplement oublié, mais Abate... non, parce qu'il a prolongé jusqu'en 2019, mais il y a un an, c'est ça? Il y a un an, tout à fait, donc il est encore bien lié au club, et Bacca éventuellement, donc si ce dernier souhaite absolument rester, ce qui n'est pas acquis, vu que le Milan ne jouera pas de Coupe d'Europe, mais sinon pour le reste, je pense qu'il faudra sérieusement entamer l'opération de purge, qui est quand même nécessaire depuis plusieurs années. Donc elle aura tirer la chasse. Tout à fait. C'est imagé, mais c'est exactement ça. Donc, ça de va toute manière, boucher. on a les... Tom a une formation de plombier, on a oublié de le préciser. Mais c'est la première fois que Casa Milan prend des tournures marécageuses, on va dire. Donc je ne sais pas ce qui vous prend, ça doit être le fameux désespoir que j'évoquais plus tôt. Mais là c'est un peu tendancieux votre affaire. Alors on va laisser Gila continuer en espérant des propos un peu plus, un peu moins... oui, je sais même pas comment les qualifier. Allez-y, continuez. Venons-en donc au nom. De cette manière, les départs des fins de contrat donc sont acquises. Donc on a notamment Boateng, on a Mexes, on a qui d'autre? On a Balotelli donc qui est en fin de prêt. On a Zapata pourrait prolonger donc par on ne sait quel procédé à nouveau. Et après pour le reste, c'est quand même conditionné à d'éventuelles offres de clubs intéressés. On pense notamment à Menez qui reste quand même sous contrat, à Niang également, à Honda. Ils sont aux États-Unis, là je précise, on a eu une news, là on a vu une photo paraître, je sais pas si ça vous a marqué. Un peu fait jaser effectivement. Ouais, ils sont en train de faire la fête là-bas. Tout à fait, à Las Vegas. Et donc voilà, le reste de ma purge entre guillemets est conditionné au départ financier là de plusieurs joueurs. Donc j'ai cité Menez, Niang, Luis Adriano, Honda, on a encore qui d'autre? On a Niang, effectivement, je l'ai cité, on a Bertolacci éventuellement. Diego Lopez. Effectivement, Diego Lopez, oui, qui est quand même sous contrat, qui perçoit, je crois, 4 millions. 4 millions. C'est pas mal du tout. Et on a des Tilio, par exemple. Et voilà, donc ça fait quand même, on a quand même une bonne quinzaine de joueurs avec les départs libres. Donc ce serait vraiment, pour moi, ce serait vraiment la base. On devrait partir de là pour vraiment reconstruire comme il faut, car comme les années précédentes, on va encore scoltiner les boules habituelles et ça ne va pas avancer. On va se retrouver avec un type comme Zapata titulaire, alors qu'il a depuis 2012 et qui est très irrégulier. Paletta va revenir, donc je pense qu'on devrait le garder. Il va le mettre dans le top 3 d'ailleurs. Effectivement, il a fait une bonne saison à l'Atalanta, donc un mec comme Suso va revenir. Je pense qu'il faudrait éventuellement creuser un peu avec lui, qui a montré de belles choses au Genoa. Donc voilà, il faudrait vraiment se poser et opérer un gros nettoyage. Alors ce que tu dis là, effectivement, c'est très intéressant. Je crois qu'on a à peu près les mêmes noms en tête. C'est vrai que si grand nettoyage il y a, j'espère que tous ceux qui partiront ne seront pas remplacés que par des nouvelles recrues. J'espère vraiment que les jeunes, les Locatelli, etc. vont arriver. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut aussi piocher dans le centre de formation pour garder un certain équilibre. Parce que si c'est comme l'Inter de la fin des années 90, début des années 2000, recruter 15 joueurs par saison, ça va pas me plaire non plus. Et là, on aura encore plus de mal à trouver un collectif, hein, disons-le. Parce que la sauce ne prend pas tout de suite quand on recrute 15 nouveaux joueurs. Hein. Nico. Oh, mais tu as entièrement raison et je rejoins Gila. Il y a 15 joueurs. Je suis quasiment d'accord aussi avec les 15 joueurs qui sont l'essentiel de cette équipe pour essayer de repartir sur autre chose. Maintenant, vu que le Milan n'a pas d'argent,
Enfin, si Berlusconi reste aux commandes, il n'y aura pas d'argent qui sera investi au mercato. Donc j'ai du mal à voir l'arrivée de nouveaux joueurs et autant de départs. Ou dans ces cas-là, il faudra libérer des joueurs qui ont une grosse valeur marchande comme Bacca pour espérer pouvoir recruter. Ce qui est actuellement est une réflexion du côté de Milanello. Sinon, mon mot de la fin, moi, il sera pour tous les Juventini qui m'ont charrié depuis lundi. Votre Coupe d'Italie, je vous la laisse. Nous, en 2003, on a gagné la Ligue des Champions. Oh mais Nico, c'est peu mieux. Pour mettre l'église au milieu du village. C'est exactement ça. Non mais c'est joli, mais 2003, Nico, moi je veux bien, hein, on est d'accord, oui, c'était formidable. Ça restera à vie. Voilà. Pour ceux qui l'ont vu, ça restera à vie. Dans 30 ans, ils pourront avoir 50 titres, tout ce qu'ils veulent. Je leur redirai encore qu'en demi-finale, on a battu l'Inter et on a battu la Juve. Et de toute façon, les supporters du Milan, dès qu'il y a la Juve, ils chantent te souviens-tu de Manchester, Manchester, Manchester. Ben non, mais grand souvenir, ça c'est certain. Alors Tom, ton mot de la fin. Je vais rejoindre un peu Gila concernant les transferts. Donc le chiffre de 75%, on en avait parlé avec Gila en off. C'est grosso modo ce que je pense. Donc je garde les formés au club, hormis Deschilio, Romagnoli et Bonaventura évidemment. Et à la rigueur Bacca, mais ça va surtout dépendre à mon avis, comme le dit Nico, des éventuels racheteurs ou non. Je pense que si racheteur il n'y a pas, Bacca sera la victime entre guillemets et la source d'argent pour un éventuel mercato estival 2016. Par contre, effectivement, si on arrive à avoir des acheteurs, là par contre il y aura peut-être un plus grand remue-ménage avec 75%, ça paraît impossible, on peut pas virer 75% de l'effectif. Si on n'est pas dans un jeu vidéo, c'est beaucoup plus compliqué de le faire parce qu'il faut trouver des acheteurs, des personnes qui voudraient prendre nos chèvres, et il n'y en a pas beaucoup à mon avis. Donc on va essayer d'en virer le maximum possible. Et comme tu dis tout à l'heure MJ, pas 25 recrues, mais essayer d'intégrer quelques jeunes. Donc je pense à Locatelli qui devrait, j'espère, jouer plus, même si j'ai quelques doutes avec la prolongation de notre fabuleux capitaine. Je pense à Calabria qui a montré de très belles choses. Je pense évidemment donc à Donnarumma, mais lui je me fais pas de soucis. Mais également à Felicioli, un latéral gauche de la Primavera qui était très bon. Il y a Anthony qui est arrivé, Tom, c'est bien malheureux ça. Mais s'il peut prendre la place d'un Deschilio, ça peut être pas mal. Felicioli en cinquième latéral, vu le nombre de blessés qu'on a chaque année, il peut avoir des bouts de match. C'est pas plus mal. C'est déjà bien. J'ai pas envie de le voir partir en prêt et de revenir 6 mois après parce qu'on l'a envoyé dans un club qui ne le veut pas forcément. Donc Felicioli, j'aimerais bien, ou alors la seconde pointe Vido. Vu nos secondes pointes, comme j'ai dit dans mon flop 3, je pense que Vido pourra avoir aussi quelques minutes, ça ne serait pas trop de mal. Et la blague du jour, Randanini a définitivement disparu de la circulation. Ah mais lui je sais même plus où il est. Lui pour le coup je sais même plus où il est. Et mon petit mot de la fin, ce sera quand même pour un œil global sur la Serie A cette année. Alors autant nous effectivement on s'est ennuyé, autant je trouve que cette année le championnat était quand même assez attractif. Exactement. La Juve, mais quoi qu'on en dise, a quand même fait un très gros parcours avec un retour assez phénoménal. Gros bouton sur le front de Nico qui pousse là en ce moment, je signale. La vérité, il faut dire ce qu'il y en est, hein. Ils ont fait un truc incroyable. Hein. Voilà, ils ont un jeu, enfin franchement, hormis, bon évidemment, final ils n'ont pas été bons, mais ils ont un jeu vraiment plaisant. Le Napoli de Sarri a été très très plaisant. Et la Roma, à partir du moment où Spalletti est revenu, a fait une seconde moitié de saison assez phénoménale. Je trouve que cette année, en dépit de ce qu'on peut penser, en dépit du manque, de médiatisation du championnat, je trouve quand même que c'était un championnat assez plaisant, assez ouvert, avec de belles équipes, de belles surprises comme Sassuolo. Et c'est juste dommage d'avoir justement le Milan comme éternel boulet dans ce championnat. Mais alors Nico, ça va se reporter à l'Euro, ça ou pas? Ah bah non merde, il n'y a pas d'Italiens dans les clubs, c'est vrai. Donc ah bah non mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que tu me dis ça, mais à un moment donné, l'équipe nationale n'en profite pas, c'est un peu dommage. On voit qu'on a l'équipe nationale la plus faible depuis peut-être le début de l'histoire de l'équipe d'Italie. Moi, en tout cas depuis que je suis le foot, depuis possible. 25 ans, c'est la première fois que je vois une équipe aussi faible. Nico voulait réagir. Moi je voulais réagir sur ce que disait Tom, il a entièrement raison. Il faut savoir quand même que jusqu'au mois de janvier, il y avait quand même 5 équipes qui luttaient pour le titre, qui se tenaient en 3 points. Et pour finir, le Napoli et la Roma finissent 2e et 3e avec plus de points que nous lorsqu'on a été champion. Bon bah c'est bien, alors moi mon mot de la fin, je m'interroge quand même, parce qu'on parle évidemment de ce rachat éventuel, j'aimerais bien qu'il y ait un référendum au niveau de tous les mecs, non pas qui voient le Milan de Belgique, d'Angleterre, etc., mais des mecs qui se trouvent au stade San Siro régulièrement, voilà. Est-ce qu'ils s'intéressent ou pas à l'identité de l'acheteur? Moi je serais très curieux de connaître l'opinion majoritaire des supporters sur ce sujet. Ils veulent la vente, hein.
Oui, ils veulent la vente. Mais est-ce qu'ils veulent la vente à un Chinois ou à un Italien? C'est quelque chose N'importe qui. Ah, j'aimerais un référendum, je serais très curieux. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Je leur demanderai, etc. Est-ce que l'identité de l'acheteur vous intéresse ou est-ce que vous voulez vendre juste à n'importe qui, peu importe qui c'est? C'est juste ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je me demande si l'évolution des supporters est si football moderne que ça. Parce que quand je parle moi avec les gens, ils me disent quand même, ah bah non, c'est vrai que c'est scandaleux. On voit plus beaucoup d'anglais dans les équipes anglaises, on voit plus beaucoup d'italiens dans les équipes italiennes. Ça nous agace. C'est pour ça qu'on ne suit que le football des nations, même si les nations sont plus faibles qu'avant, pour les raisons que je viens d'énoncer. Donc, je trouve que les gens, en tout cas moi auxquels je parle dans la vie de tous les jours, quel que soit d'ailleurs leur âge, eh bien souvent quand même s'intéressent à ce genre de choses davantage que ce qu'on peut lire sur certains forums spécialisés. Voilà, donc je ferai bien un référendum. J'aime bien le référendum, je trouve que c'est un outil très intéressant. Il faudra demander à Gila si quand il sera au pouvoir, il souhaitera le mettre en place et surtout faire en sorte qu'il soit respecté, parce que c'est pas toujours le cas. En tout cas, j'annonce donc une spéciale si jamais le club est vendu, ça c'est sûr, impossible qu'on n'en parle pas. Donc après l'Euro par contre, on aura le temps comme ça, comme je vous l'ai dit, on aura un petit peu de recul et puis on verra les premiers noms qui circuleront pour les transferts. Et puis bien évidemment, alors 3-4 jours avant le premier match de l'Italie contre la Belgique, donc probablement le jeudi ou le vendredi qui précède, nous enregistrerons l'émission spéciale d'avant Euro. Alors il y aura Emilia, il y aura Tom certainement, il y aura Gali qui reviendra également, Superio qui est à fond les ballons pour supporter la nationale. Et puis on suivra l'Italie évidemment. Après chaque match, vous aurez l'analyse, les commentaires et le décryptage du match, en espérant qu'il n'y en aura pas que 3, parce que c'est quand même ça le problème depuis quelques temps, c'est que souvent l'Italie ne joue que 3 matchs par compétition. Bon, on va essayer d'être optimiste. Le mot que je retiens quand même, c'est l'espérance, dans votre vocabulaire, dans votre lexique, là depuis un quart d'heure, donc on va essayer d'y croire également pour la nationale. Et messieurs, je vous remercie, je vous souhaite d'excellentes vacances, pour ceux qui ne nous rejoindront pas pour la nationale, et je vous dis donc à très vite, salut. Ciao. Ciao.